va sortir Apple en 2025 ? La nouvelle année sera-t-elle celle de la maison connectée ? On parle de l'arrivée d'un HomePad, un écran pour piloter tous les objets connectés de la maison. Faut-il croire également à la rumeur d'un téléviseur ? Quasi-certitude cette fois l'arrivée d'un tout nouvel iPhone et ce au design renouvelé et aux composants suffisamment puissants pour Apple Intelligence. Sans oublier l'iPhone 17R. Pourquoi Apple mise-t-elle sur une version ultra fine de son téléphone plutôt qu'un modèle pliable ? Quel avenir pour l'Apple Vision Pro ? Le casque de réalité mixte va-t-il avoir droit à un successeur moins cher ? Enfin, quid des MacBook Air, Mac Studio et Mac Pro vont-ils bénéficier enfin de la puce M4 ? Débat. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici à Sydney devant l'Opéra et le pont l'Harbour Bridge de Sydney. Bienvenue donc pour ce nouvel épisode de Raphaël Mock, le premier de l'année. Bonne année à tous, bonne et heureuse année à tous. Merci infiniment encore une fois pour votre fidélité depuis tant d'années. Et on a choisi de faire cette première émission donc dans la baie de Sydney où on passe quelques jours. Et on est en train de nous préparer quelques surprises, vous verrez, depuis Sydney. Au-delà, comme d'habitude, vous allez retrouver nos chroniqueurs. Avant de les retrouver, bien sûr, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et n'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Je vous propose qu'on retrouve nos différents chroniqueurs, à commencer par en duplex depuis les côtés du sud de la France, Monsieur Didier Policani de Mac Forever. Salut Didier, bonne année. Mais bonne année, et tu vois là je suis à la montagne, voilà, et parce qu'il neige beaucoup en ce moment, donc c'est trop cool. Donc tu as mis le cap chez tes parents à Chamonix, c'est ça ? Exactement, moi je suis, tu vois, à moins 10, contrairement à toi qui a l'air d'avoir chaud. Et c'est un climat un peu plus tropical ici du côté de la baie de Sydney. En duplex également, notre ami Stéphane Zibi. Salut Stéphane. Bonjour à toutes et à tous, bonne année. Quand tu as dit on est du côté de Sydney, il fallait bien préciser que toi seul es du côté de Sydney. Je précise. Oui, on précise qu'on salue l'équipe en régie du côté du studio Electronics Prod à Paris, au village Baissy à Paris, qui réalise à distance cette émission via nos connexions iPhone, en espérant que la connexion n'est pas trop mauvaise. Et enfin, le meilleur pour la fin, comme d'habitude, Monsieur Christophe Degrade dans Versailles. Salut Christophe. Bonne année. Alors Olivier, tu fais le pont ? Oui. Il faut pas dire ça. Je fais le pont. Et puis un salut particulier aux membres du club RLM. Vous savez, c'est la version premium et la version payante de notre chaîne YouTube. En vous abonnant, vous soutenez RLM et au-delà, eh bien, vous pouvez venir en contrepartie visiter nos studios rue La Boétie à Paris, au village Bassia, assister à l'enregistrement, partager des scripts avec nous, voir toutes les coulisses. N'hésitez pas à vous abonner, à vous inscrire et à prendre rendez-vous. Toutes les infos, c'est dans la description de la vidéo et dans le QR code que vous avez vu passer à l'écran. Si nous sommes ici, c'est aussi à l'invitation de notre sponsor qui s'appelle Celi. C'est une application à télécharger sur l'App Store. Elle vous permet de choisir parmi plusieurs forfaits eSIM abordables dans plus de 160 pays et 8 régions du monde avec une eSIM Celi. Vous serez toujours connecté dès que vous en aurez besoin. Plus besoin de faire la queue comme je le fais à chaque fois que je me déplace à l'aéroport. Il suffit de télécharger l'application sur son iPhone avant de partir. Et puis, vous évitez aussi les mauvaises surprises, le hors forfait ou les frais d'itinérance exorbitants. C'est très flexible. Lorsque vous avez atteint la limite, vous avez une petite notification en termes de débit, de data et de giga à télécharger. Il suffit de reprendre des unités. Et puis, vous n'avez plus besoin de chercher en permanence des Wi-Fi, des hotspots Wi-Fi. Comptez à peu près, par exemple, pour une destination comme la Thaïlande, qui est très à la mode en début d'année, $2,25 pour un forfait de 1 giga et jusqu'à $15,29 pour un forfait de 20 gigas. Et grâce à ORLM, vous avez une remise exceptionnelle de moins 15% sur tous les packs de data en cliquant sur le lien qui est dans la description de la vidéo, en tapant encore le code ORLM. On va vite avancer parce qu'il se met à pleuvoir ici à Sydney et on propose un gros plan sur notre premier sondage de la semaine, le premier sondage de l'année. C'est le thème de cette émission. Quel produit attendez-vous le plus en 2025 chez Apple ? N'hésitez pas, encore une fois, de votre côté, à réagir dans les commentaires YouTube. Vous êtes une large majorité à attendre beaucoup les nouvelles générations d'iPhone, l'iPhone 17, 36,5%, et le modèle R qui devrait faire créer la surprise au mois de septembre. On va y revenir. Vous êtes 23,9% à attendre une suite pour l'Apple Vision Pro. On va en parler longuement avec Christophe.
Command Center, c'est le nouveau terminal à mettre sur le mur à sa maison, une sorte d'iPad allégé qui permettrait de piloter tous ces objets connectés, 22,4%. C'est ce qui crée beaucoup l'actualité en cette fin d'année. Et enfin, la nouvelle génération d'iPhone SE, le SE 4, à 17,3%. Il n'est pas certain qu'il garde cette terminaison. Allez, on va commencer par une rumeur qui se fait de plus en plus présente ces dernières semaines sur l'intérêt grandissant d'Apple pour la maison connectée, avec un produit pour les piloter. Ça s'appelle Command Center. « 2025 sera-t-elle l'année de la maison connectée chez Apple ?» Beaucoup y pensent, à commencer par notre tweetos, François SLN. Regardez, bonjour l'équipe, moi j'aimerais un HomePod avec un écran regroupant Command Center et puis également un Apple Mini avec une puce M, mais ça on en reviendra tout à l'heure. Et je ne serais pas contre non plus un iPhone pliable, on en reparlera également. C'est en effet une rumeur récurrente depuis plusieurs mois maintenant, que ce soit du côté de Mark Gurman ou de Ming Chi Kuo, l'arrivée d'une sorte d'HomePod équipé d'un écran à l'image des Alexa Echo ou Google Nest. Apple irait plus loin pour proposer un écran taillé uniquement pour piloter tous les objets connectés de la maison. Une sorte de tour de contrôle en somme que propose déjà Alexa avec son Echo Hub. On a beaucoup déjà discuté dans l'émission sur la maison connectée, Christophe, émission qui sera programmée à la fin du mois de janvier. Soyez au rendez-vous, Christophe. Oui, tout à fait. Mais écoute, c'est vraiment une annonce que moi, particulièrement, j'attends de la part de Apple. Aujourd'hui, je vais même peut-être t'étonner un peu, mais j'attends plus Command Center que le nouvel Apple Vision Pro. Parce que vraiment, avoir un hub qui te permet de facilement accéder à toutes les fonctionnalités, je vais y arriver, de la maison directement posées en fait sur la table de la cuisine ou accrochée au mur, ça peut être plutôt sympa. Et en plus de ça, à voir aussi ce qu'ils vont permettre avec Apple TV+, voir un petit peu si on aura la possibilité de regarder des séries, par exemple, à partir de la table de la cuisine, pourquoi pas. Didier, qu'est-ce qu'on sait exactement de cet écran ? C'est une sorte d'écran accroché au mur, c'est ça ? En fait, il faut voir ça comme une espèce de mini iPad avec l'application Home, de ce qu'on comprend. Mais moi, je remarque quand même qu'il n'y a pas tant d'infos. On sait que c'est un truc avec un écran, mais a priori, ce ne serait pas un HomePod, tu vois, il n'y aurait pas de grosses fonctions audio. Et ça a l'air quand même limité à de la domotique. Et ce ne serait pas tellement un écran qui serait fait pour autre chose. Et on peut même s'étonner en se disant, tiens, Apple arrive en retard, pourquoi il ne ferait pas quelque chose avec de l'IA, tu vois, qui ferait une espèce de Jarvis de la maison. Mais je pense que c'est trop tôt pour ça aujourd'hui. Est-ce que c'est pas un produit aussi qu'ils ont dans les placards et puis qu'ils disent tu vois, si on enlève le Vision Pro, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti vraiment un nouveau produit. Et peut-être que c'est un truc qui traînait un peu et qu'ils se disent c'est vrai que voilà, il faudrait peut-être le sortir maintenant. Moi j'ai l'impression quand même que c'est un peu tard. Enfin, tu vois, maintenant tout le monde gère bien ça avec son iPhone, son Apple Watch, ça fait ses petits raccourcis. Mais par contre, il y a quand même toute une nouvelle catégorie de personnes qui, elle, est peut-être pas aussi agile avec ça et qui préfèrent un écran un peu déporté pour un petit peu plus de facilité. En tout cas, moi, ça m'enchante assez bien quand même comme produit malgré tout, tu vois, pour le côté simple en fait. Alors voilà, on va en parler sur l'utilité de ce produit, mais avant, Stéphane, si tu peux un peu nous décrire ce produit. Tu disais, Didier, que c'était une sorte d'iPad, ce serait un peu plus petit qu'un iPad, hein, c'est ça, Stéphane ? Ce serait... Alors, on imagine un écran connecté toujours à portée de main, accroché au mur et tactile, comme un iPad, comme on a ça depuis des années. Il serait plus petit qu'un iPad, donc avec une diagonale seulement de 6 pouces. Donc c'est à peu près 2 iPhones côte à côte. Donc avec un bord épais autour de l'écran, donc selon Mark Gurman. Son nom, donc on a donné Command Center ou HomePad. Et parmi ses fonctions principales, donc c'est contrôler les produits de domotique de la maison, comme l'a évoqué Didier. Et moi, je pense potentiellement, on pourrait avoir des petits trucs type enregistreur vocal ou vidéo pour laisser un petit message aux enfants, à sa femme. On va faire du FaceTime. Oui, voilà, des petites choses comme ça. Je suis sûr que ça évoluera, parce que c'est que du logiciel. Donc, je pense pas que ce soit très très compliqué. Et on pourrait donc trouver grâce à ça une caméra frontale et un haut-parleur pour pouvoir faire du FaceTime et faire ces petits enregistrements. Et donc, c'est de proposer vraiment un écran central de la maison. Et il ne fonctionnerait que sur batterie, comme un iPad, donc pas besoin de le brancher tout le temps de ce côté-là. Je pense que c'est le moment en plus, parce que je pense qu'on a vraiment beaucoup d'appareils et que c'est bien de centraliser. C'est un peu la mode des super applications aujourd'hui en logiciel. Si on a le super matériel qui
pour les super applications, je pense que Apple fera un carton et je suis d'accord avec nos amis Christophe et Didier. Ce serait une belle chose que Apple se positionne là-dessus. Voilà. On sait, Christophe, que c'est le choix que tu as fait, toi, lorsqu'on est venu chez toi à ton invitation l'année dernière pour l'émission sur la maison connectée. Tu as fait le choix d'installer un iPad qui centralise, qui fait uniquement du Home, de l'application maison des objets connectés. Oui. C'est un peu l'idée que voudrait faire Apple, mais une sorte de, mais qui ne se limiterait pas à ça. Ce serait aussi possiblement un HomePod, d'après la rumeur. C'est ça pourrait être un HomePod. Et puis, moi, je vois très bien, tu vois, Apple Intelligence s'immiscer sur ce Command Center, parce que le fait d'avoir aussi un écran te permet d'interagir non seulement vocalement, mais peut-être d'avoir des facultés tactiles pour pouvoir fonctionner avec l'intelligence artificielle et éventuellement qu'elle te renvoie tout simplement des conclusions, des résultats d'un point de vue visuel. Donc, ça peut être vraiment pas mal du tout. Ouais, donc l'idée, ce serait qu'on pourrait l'accrocher à l'écran, au mur, ou on pourrait le mettre sur une station d'accueil. Selon Mark Gurman, toujours lui, qui dévoile tout, qui est le principal leaker d'Apple aujourd'hui. On se demande comment il arrive autant d'infos, qui sont souvent justes. Pour ceux qui ne souhaitent pas le fixer au mur, il y aura une station d'accueil intégrant des haut-parleurs pour faire une sorte d'HomePod de luxe. Il arrive de Bloomberg d'enfoncer le clou en disant que il pourrait avoir une base qui le ferait ressembler à une base assez arrondie, qui pourrait le faire ressembler à feu l'iMac G4 tournesol avec une sorte de petit mât. C'est un design qu'on connaît bien déjà du côté de Refait le Mac et du côté des geeks que nous sommes, Didier, puisque c'est le choix qu'a fait depuis longtemps Amazon pour son Echo Show 10. Tu sais, ce système qui a une détection de mouvement un peu comme ce qu'on a sur l'iPhone pour Camera Center, pour être toujours dans le centrage de l'écran. Oui, en plus, si tu le mets au milieu du salon, effectivement, ou dans ta cuisine, tu as envie qu'ils te suivent pour aller faire tes recettes d'un côté, que tu es en train de manger, tu l'appelles, il arrive. Donc ça pourrait être le petit plus un petit peu sympa qui le rendrait un peu cool, quoi. Et d'ailleurs, tu vois, on parlait il y a pas très longtemps, tu sais, de Ugreen, on a des chargeurs comme ça qui te font des petits smileys, etc. Et ça pourrait redonner un petit peu de charme comme ça à ces produits Apple qui des fois sont un peu, tu sais, plus des commodités que des produits qui te font envie, comme ça, que tu as envie de toucher et d'utiliser finalement. Alors, qu'est-ce qui ferait que ce produit aurait tendance tu le disais, à s'imposer par rapport à la concurrence? Apple arrive un peu tard sur ce créneau-là. Surtout que les produits de la concurrence, on parlait d'Amazon, on l'a vu pendant le Black Friday ou encore pendant les fêtes de Noël. C'est des produits qui sont vraiment pas chers. C'est sûr qu'effectivement. Oui. Mais le truc, tu vois, Olivier, aussi, c'est que d'un point de vue logiciel, Apple va sans doute se démarquer à nouveau. Et on parle même d'un système d'exploitation qui serait fait et conçu exprès pour cet appareil, ce device, et donc pourquoi pas effectivement en fait avoir une intégration verticale comme Apple sait si bien le faire sur quelque chose de très contextualisé autour de la maison, éventuellement la possibilité d'avoir un hub qui fait thread aussi en fait et qui permet de venir parler avec l'ensemble du matériel intelligent dans ta maison. En gros, on pourrait avoir une version allégée du système d'exploitation vraiment centrée sur des usages familiaux et pouvoir partager les objets connectés et la communication au sein de la famille. C'est ça, en gros, l'idée. Donc, ça coûterait. Il y aurait moins de fonctionnalités que si on achetait un iPad. Donc, ça pourrait être moins cher qu'un iPad. C'est ça l'idée? Oui, je pense que d'un point de vue logiciel, c'est pas tellement ce pourquoi en fait on va payer cher ou moins cher, mais par contre effectivement très certainement qu'ils vont créer un écosystème autour de ça, peut-être même un App Store dédié à cet appareil avec la possibilité pour les développeurs de pouvoir développer pour ce système d'exploitation en particulier. Ouais, ce serait effectivement intéressant. Mark Gurman, lui, il a plutôt la vision sur laquelle c'est vraiment un produit allégé, sans App Store, pour faire des économies. Il faut rappeler que les appareils d'Amazon, notamment l'Echo Hub d'Amazon, le modèle avec la détection, voire même sans détection d'ailleurs, commence autour des 200 €. Donc le tarif d'entrée est très bas, alors que rappelons que le prix de l'iPad 10, il est plus autour des 400 € aujourd'hui. Donc on est loin de pouvoir concurrencer la concurrence, de concurrencer les leaders du marché aujourd'hui, Didier ou Stéphane. Mais inversement, tu vois, je veux dire, si tu es un peu HomeKit, tu vas pas prendre un Amazon ou un Google. Non. Donc en fait, ce produit finalement pour les gens comme nous qui aiment bien avoir du 100% Apple,
il s'inscrit bien. On a tous peut-être des échos ou des choses comme ça parce qu'il est plus efficace que Siri, parce qu'on a plein d'appareils qui sont quand même compatibles avec ça. Mais c'est vrai que l'écosystème HomeKit, là, quand tu as les serrures connectées, toutes les petites caméras et tout, c'est quand même super cool sur ton iPhone. Et de retrouver un petit peu ça avec les mêmes interfaces, le même feeling dans ton salon, ça va dans la continuité. Donc je ne sais pas si vraiment il va y avoir une concurrence en tant que telle, puisque ceux qui sont déjà acquis à Apple vont plutôt s'orienter sur ces produits-là, à condition que ce soit bien fait, bien sûr. Ouais, en tout cas, il est à noter que la concurrence, il y a maintenant 2 ans, a essayé de se lancer sur ce créneau-là. D'abord avec les Echo Show 15, qui sont une sorte ça ressemble à un tableau numérique, un cadre photo numérique, mais en fait l'idée c'était de centraliser les objets connectés de la maison via Alexa. Et puis il y a eu le hub de chez Alexa également, mais qui coûte autour des 200 €. Mais il faut noter que voilà, l'Echo Show 15 par exemple, il a été repositionné comme une télé, donc on sent que c'est compliqué. Ce qu'il faut, tu le disais tout à l'heure Didier, c'est permettre aux gens de simplifier l'usage de ces objets connectés, parce qu'on a de plus en plus d'objets connectés à la maison et que ça fonctionne un peu de manière aléatoire avec toute la bonne volonté du monde. Oui, alors après, il y a quand même, moi je vois le besoin qu'on a aussi maintenant dans nos maisons, c'est qu'effectivement on a beaucoup d'objets. Et ce qu'il faut, c'est les faire communiquer entre eux. C'est-à-dire, tu rentres, tu veux que tes lumières s'allument, tu as quelqu'un qui sonne, le facteur, tu veux pouvoir le regarder, pendant ce temps, tu lui ouvres le portail, tu refermes bien derrière lui. Et en fait, ce qui va se passer derrière, c'est que moi, je veux bien un produit simple, effectivement, pour le grand public, mais il faudrait aussi quand même un produit qu'on puisse travailler un petit peu, et qui ait des plugins, qui ait des possibilités de faire effectivement des actions. Alors peut-être tu pourras les programmer sur ton iPhone et puis les envoyer sur ce genre de produit. Là, on fait vraiment des hypothèses. Et surtout, un domaine dont on n'a pas parlé, c'est que maintenant, quand même, il y a aussi beaucoup de choses qu'Apple ne gère pas avec HomeKit. J'en parle souvent, tu sais, l'énergie, la charge de ta voiture, j'en sais rien, ton chauffe-eau, tout ce qui se met à être connecté dans la maison, c'est-à-dire quasiment tout, les clims, etc. Et c'est quand même aujourd'hui encore mal géré. Et moi, j'aimerais bien déjà que, effectivement, Apple gère ça correctement avec HomeKit. Et puis surtout, je me suis aussi posé la question de me dire, effectivement, un petit écran comme ça, si tu as une représentation, par exemple, de ta maison avec, 4 pièces, tu vas quand même aller dans des sous-menus, etc. Il va falloir quand même que ce produit soit à la fois simple et que tu n'aies pas à aller te balader tout le temps à faire des glissés, des glissés déposés et tout. Enfin, tu vois aujourd'hui comment c'est un petit peu compliqué. Même tu veux changer une lumière de pièces, c'est déjà pas simple. Donc il faut que ce truc-là simplifie ce système. Et moi je verrais bien une sorte tu vois, ta maison en 3D que tu fais un petit peu comme ça, et puis tu glisses sur la porte du garage, elle s'ouvre. Voilà, moi j'aimerais bien quelque chose qui a un vrai petit feeling sympa en fait. Le CarPlay de la maison, vraiment. Ouais, non mais c'est très intéressant ce que vous dites tous les deux. Bon, Olivier aussi, mais bon, quand même, tous les deux. Ça me fait penser à plein de choses. Et en fait, il y a un truc qui est très intéressant, à mon humble avis, c'est, par exemple, c'est de connecter des choses inertes. Par exemple, imaginez, vous prenez une photo de votre frigo et vous l'envoyez sur cette petite tablette. Avec l'Apple Intelligence que tu as évoqué, en tout cas l'intelligence artificielle, il dira, tiens, voilà, il reste plus de ça. Je vais peut-être t'aider à te faire tes courses et peut-être te dire, voilà, tiens, achète à ce moment-là, peut-être ça va te... Donc, si on peut avoir à terme un véritable assistant. Même chose pour les consommations électriques. On peut optimiser sa consommation électrique à tous les coups en faisant analyser le contrat d'électricité qu'on a chez soi et dire, tiens, voilà, peut-être lance ta machine à laver maintenant. Un peu, que ce soit un véritable petit truc. Et quand il y a des choses comme ça, je dis bien, peut-être ça pourra inciter les gens à l'avoir, et même mieux, à faire en sorte que comme on optimise l'énergie, peut-être que nos fournisseurs d'électricité nous le fileront même. Là, je rêve, là. Alors, on l'a dit, l'un des enjeux majeurs aussi, c'est de faciliter l'installation, l'intégration, et Apple se dirigerait vers l'idée de déployer un écosystème d'objets connectés. Ce ne serait pas le seul objet connecté qu'Apple dévoilerait cette année. On parle plutôt pour le début d'année, Christophe. Il n'y aurait pas qu'un tableau de bord connecté, ça irait bien au-delà.
Tout à fait. Et Apple viserait éventuellement le domaine des sonnettes, tout simplement, connectés, de manière à peut-être créer, tu vois, ce contexte d'écosystème comme tu en parlais, avec ce Command Center, qui permettrait peut-être d'avoir directement, sans latence, sans délai, de recevoir les vidéos de la sonnette, de la porte d'entrée. Ça pourrait être vraiment, vraiment pas mal, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a pas mal d'acteurs sur le secteur de la sonnette connectée, mais je trouve que c'est un peu lent parfois. C'est quand même pas très précis quand tu veux parler à ton facteur, etc., etc. Je pense qu'il y a vraiment une marge de progression à ce niveau-là, et Apple pourrait bien se placer, bien se positionner. Alors, ça veut dire quoi? Déjà, tu l'as dit, c'est un marché qui a été inauguré il y a des années par Ring, notamment d'Amazon, ou encore plus récemment des acteurs comme Arlo ou Aquara. Qu'est-ce qui ferait la différence d'Apple déjà en termes de spécificité qui ferait que, au-delà de la simplicité d'installation, que les gens craqueraient plutôt pour un produit d'Apple que la concurrence? Mais tu vois, Olivier, pour l'instant, on a vraiment sur nos smartphones Apple, on a réellement un tas de technologies qui pourraient servir à cette sonnette connectée. Entre autres, la reconnaissance des visages, tu vois, comme l'iPhone le fait de façon 3-dimensionnelle, de manière à réellement servir de serrure automatisé pour ta maison connectée. Donc il y a moyen vraiment de faire un tas de scénarios possibles, et c'est la limite, c'est sans limite en fait. On peut faire un tas de scénarios autour de ça, quoi. Par exemple, l'intégration de Face ID, effectivement, c'est ce qui transpire de plus en plus dans les rumeurs de Mark Gurman. Ça veut dire quoi, Didier et Stéphane? Ça veut dire que Apple ne se satisfait pas des standards qui sont développés, on pense à Thread notamment, ou à Matter, qui fait que malgré une volonté d'interopérabilité entre constructeurs, Apple voudrait mettre sa patte et rester dans son propre écosystème, ou au contraire, voyez-vous plutôt Apple s'ouvrir et créer une sorte de certification supplémentaire HomeKit qui ferait que automatiquement ces objets seraient reconnus et gérés par Command Center et par la sonnette connectée? Déjà, Matter, quand tu vois comment Apple le gère, ils ont 3 versions de retard. C'est un peu un nivellement vers le bas. Enfin, je sais pas s'il y a des gens qui utilisent uniquement Matter dans leur système, mais souvent ça te prive des 3/4 des fonctions. Donc, ouais, on perd des fonctions HomeKit en clair, c'est ça. C'est-à-dire que pour le prix de la simplicité, de l'interopérabilité avec des produits qui ne sont pas compatibles, on perd des fonctions que proposait HomeKit, c'est ça. Mais surtout, la norme évolue et Apple met pas à jour en fonction de la norme, alors que c'est un des fondateurs. Donc tu dis quand même, c'est étonnant que ça les intéresse pas plus que ça, puisque l'idée c'était quand même de fédérer tous les acteurs. Mais après, pour en revenir sur la sonnette, tu vois, en tant que telle, c'est vrai que moi je suis d'accord, aujourd'hui les produits sont pas si simples à installer, etc. Et puis tu as aussi le fait qu'il y a quand même, faut le dire, beaucoup d'acteurs chinois avec derrière tout ce que ça met derrière, ça t'ouvre ta maison, ça te reconnaît ta famille, enfin tu vois, c'est un produit ultra personnel en fait, une sonnette. Et peut-être que tu as envie de protéger tes données aussi. Donc Apple se dit peut-être qu'il faudrait peut-être pas laisser tout aux Chinois, quoi. T'as raison. Ouais, c'est clair. La confidentialité des données, effectivement, c'est le créneau d'Apple et ce serait une dématérialisation. Apple aurait une arme secrète, Stéphane, pour imposer son écosystème au-delà de la sonnette et de Command Center avec l'arrivée d'une nouvelle puce, c'est ça? Ouais, c'est ça, qui serait baptisée Proxima, qui serait construite bien sûr par TSMC. Et cette puce faciliterait l'intégration de nouveaux standards de communication comme Thread. Grâce à cette technologie, Apple donc pourra renforcer la synchronisation des appareils domestiques et réduire ainsi la consommation énergétique. Je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. Voilà. Donc ça voudrait dire que Apple ne se satisfait pas encore une fois des évolutions logicielles et voudrait rajouter donc une puce matérielle, à la fois peut-être pour garantir un peu plus de confidentialité et également pour créer une sorte d'écosystème, une certification qui sera certainement payante, qui permettrait à des accessoiristes tiers de se connecter. À suivre. Donc, ça n'a rien à voir, en tout cas, Christophe, Didier, avec la fameuse puce 5G Wi-Fi qu'on attend depuis des années, qui serait issue des rachats de la division modem de chez Intel. Hein. Non, a priori, ça n'aurait rien à voir, même si Apple, c'est vrai, parfois aime bien inventer ses propres mots pour des technologies déjà existantes qu'ils vont intégrer. Mais ici, a priori, ce serait complètement différent et ce serait vraiment dédié à la maison connectée et puis aux appareils intelligents. Très bien. Écoutez, je propose qu'on enchaîne. Et puis, c'est pas le seul objet connecté qui devrait être présenté en ce début d'année, puisqu'on annonce plutôt vers le début premier trimestre de cette année, donc ça devrait arriver d'ici le printemps. Si ça fonctionne, si ça décolle,
encore une fois, l'oracle de chez Bloomberg, Mark Gurman, annonce la possibilité de l'arrivée d'une caméra, également un domaine de la domotique qui est bien encombré aujourd'hui, avec encore une fois un système connecté à iCloud qui permettra encore une fois une confidentialité des données. Donc à suivre, Apple mettrait le cas vraiment sur la maison connectée en ce début d'année et préparer un vrai ensemble d'écosystèmes, qui ne serait pas réservé uniquement, je dirais, à ces nouveaux produits, puisque on pourrait avoir des mises à jour et l'arrivée de cette puce Proxima dans d'autres devices. On pense notamment à une nouvelle génération d'HomePods, le HomePod 2, et puis également le HomePod Mini, et puis également l'Apple TV. À propos de l'Apple TV, regardez cette réaction sur Twitter parmi les souhaits que vous souhaitez cette année. C'est le cas de Vanu Biscay Social qui souhaite un nouvel Apple TV ou un iPhone Flip, ou encore Thomas Drujon, un Apple TV 4K orienté gaming avec des vrais jeux AAA sur l'App Store et surtout Xbox Cloud Gaming sur App Store. L'Apple TV parle longtemps car c'est lui aujourd'hui qui joue le rôle de hub pour la maison connectée, mais on sent que l'ambition d'Apple pour la télé semble de retour pour cette année 2025. Retour de la télé d'Apple pour 2025. Apple TV, donc, c'est vraisemblablement une rumeur qui se confirme. Voire une TV d'Apple, on va y revenir dans un instant. Mais avant de parler du téléviseur, une nouvelle génération, une 4e génération d'Apple TV 4K. Le petit boîtier d'Apple est attendu. Christophe, qu'est-ce qu'on en sait ? On sait que ça fait un petit moment qu'on l'attendait. Ça fait quelques mois, quelques années maintenant que l'Apple TV n'a pas été mise à jour. Exactement, ça fait maintenant 2 ans, je pense, que l'Apple TV n'a plus été mise à jour. Et effectivement, la version actuelle, c'est un A15 Bionic, comme on les connaît aujourd'hui sur le store de Apple. On mise peut-être en fait sur un A18. Pourquoi pas ? Certains parlent de faire tourner des jeux vidéo de type triple A éventuellement. Moi, j'aimerais tellement voir un Apple Silicon de type, M3, M4 sur l'Apple TV. Ça, ce serait vraiment bien. Mais bon, je peux rêver. En termes de coût, c'est pas forcément la même chose. L'idée, c'est de rester dans un coût raisonnable. Mais déjà, si tu as la puce A18, tu pourrais vraiment faire tourner les derniers jeux AAA, puisque c'est la puce de l'iPhone 16. Par rapport à la 15 Bionic, ça changerait déjà pas mal de choses pour la transformer en véritable console de jeu, Christophe. Oui, effectivement, tu aurais tout un tas de facilités, comme aujourd'hui tu l'as sur les smartphones de Apple, entre autres tout ce qui est ray tracing, entre autres tout ce qui est rendu 3D optimisé, entre autres la fluidité dans le nombre d'images par seconde. Donc c'est quelque chose effectivement qui profiterait grandement à l'Apple TV, et avec toujours cette possibilité de venir se connecter à une manette PlayStation ou Xbox, ça se fait de plus en plus facilement. Et aujourd'hui, on peut, pour les fêtes de fin d'année, j'ai joué à Resident Evil 2, le remake, sur Mac et sur les produits Apple en règle générale. Donc c'est vraiment, vraiment très cool. Ce serait sympa si l'Apple TV pouvait en faire de même. Didier, on le disait en préambule, Apple TV aujourd'hui, c'est lui le hub domotique de la maison. Donc a priori, ce serait l'un des premiers devices avec, on l'a dit, le HomePod qui intégrerait cette puce Proxima. Et l'idée, vraiment, on l'a dit encore une fois, c'est de faciliter le déploiement de ces objets connectés, parce que tu disais avant même le début de l'émission que tu as vraiment du mal chez toi ou même au bureau de Mac Forever à la rédaction de faire fonctionner sereinement cet écosystème. C'est très aléatoire encore aujourd'hui. Non, mais en plus, parce qu'il y a beaucoup de choses, tu vois, il faut te connecter avec une application sur ton iPhone, il faut sélectionner ton réseau Wi-Fi, des fois il y a plusieurs réseaux Wi-Fi, alors il va la mettre sur l'un, sur l'autre, et c'est vrai que tu pourrais te dire, tiens, ils ont peut-être inventé un truc où tu mets, je sais pas, où tu as un QR code et tu le mets dans le produit, ou en Bluetooth, ça va tout de suite se configurer automatiquement, comme on configure finalement des AirPods, tu vois, tu les mets devant l'iPhone et puis tu as ce petit truc qui sort. Ce serait assez bien vu de la part d'Apple. Et il pourrait faire une certification, donc ça veut dire que même si tu as du Aqara, etc., tu pourrais la configurer comme ça. Moi, ça me plaît assez cette idée, parce que je m'aperçois autour de moi que tous les geeks, ils ont effectivement des maisons connectées, mais tous les non-geeks, pour beaucoup de gens, ça n'existe quasiment pas, les lumières connectées, tout ça, c'est vraiment... Il y a encore une grosse barrière pour le grand public à connecter encore tous ces trucs, quoi. Ouais. Et au-delà, on le disait en préambule de l'émission, donc il était sorti l'Apple TV 4K, la 3e génération, en novembre 2022.
pardon, j'en perds ma voix, c'est le temps tropical, l'humidité. Il s'est arrêté de pleuvoir ici, mais donc tout va bien. Donc ça ferait à peu près un peu plus de 2 ans, tu l'as dit Christophe, donc c'est le bon timing pour Apple de sortir une nouvelle Apple TV. Autre rumeur qui a créé la surprise, Stéphane, c'était en fin d'année dernière, au mois de novembre. Mark Gurman a encore une fois lancé un pavé dans la mare avec dans sa newsletter du 17 novembre dernier en disant que Apple pourrait ressortir, ou du moins essayer de sortir un téléviseur, cette fois-ci de télé, une vraie télé, pas un petit boîtier à brancher à la télé. Une rumeur, un vieux poisson de mer, Stéphane, qui remonte du temps de Steve Jobs et qui n'est jamais ressorti, qui refait son apparition. Ouais, ça m'étonnerait énormément, mais bon, en fait, c'est pas comme Apple a fait un choix qui pouvait s'avérer un peu risqué parce que les écrans c'est quand même très important pour un constructeur de téléphone comme Apple. Eux, ils se sont focalisés sur les puces et bien leur en a pris parce que c'est vraiment les appareils les plus puissants en termes. On va pas reparler des différents Geekbench. Même un vieil iPhone est beaucoup plus puissant qu'un téléphone qui sort chez Android. Les constructeurs de TV donc innovent beaucoup, comme Samsung, LG et les autres marques chinoises, et fabriquent leurs propres dalles. Peut-être, pour moi, c'est pas un business qui pourrait être à la Apple, parce que pour moi, c'est pas assez de marge, ou alors ils vont faire payer ça très cher. Alors, il y aurait que les Apple fans qui le prendraient, mais je pense pas qu'on aurait une immense différence, et je pense pas que Apple va se transformer en être un fabricant de dalles lui-même, ou alors il va sous-traiter à Sony ou autre. Et quel est l'intérêt que les concurrents aient Apple dedans? Je pense pas, quoi. J'ai du mal à le croire, mais pourquoi pas, hein. Mark Gurman s'est aussi planté, hein. Il dit beaucoup de choses vraies, mais il s'est aussi planté. Didier, tu y crois toi aussi? On sait que il y a des années, on l'avait dit, les gens de LG nous l'avaient dit, et Cédric avait visité, Cédric Ingrand, qu'on salue, nous avait dit qu'il avait visité une usine de LG à l'époque en Corée et qu'il avait vu des dalles, il y avait marqué Apple dessus, des grosses dalles c'était pas des dalles de 25 ou des 30 pouces, c'était vraiment taillé pour la télé. Certains designers d'Apple nous l'ont confirmé que le projet était prêt, il n'est jamais sorti. Ça a été le choix de Tim Cook en tout cas. Pourquoi maintenant? Ça semble assez bizarre, surtout qu'on le voit à Las Vegas lors du CES, qu'il y a une innovation permanente du côté des constructeurs de téléviseurs, surtout du côté de ceux qui construisent des dalles. On pense à Samsung et LG qui innovent tout le temps, hein. On a vu des écrans transparents arriver là, c'est assez dingue, hein, de dire. Pliables, qui s'enroulent et tout. Ah oui. Ouais. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que là, on a l'impression de se retrouver presque 10 ans en arrière, on a tous les vieux protos d'Apple et on se dit est-ce qu'ils sont pas en train de nous les ressortir là finalement, ils avaient ça dans les tiroirs et puis ils se disent tiens on les sort maintenant. Après, pour répondre à ta question sur l'intérêt de sortir une télé aujourd'hui Apple, c'est que pour moi quand tu achètes, moi j'ai par exemple acheté une LG qui est vraiment super, le système d'exploitation est super et tout, et c'est vrai que quand tu as ça, en plus tu as l'application native Apple TV, elle est compatible AirPlay, en fait quel intérêt tu as de prendre un Apple TV? Quasiment aucun. Enfin, à part pour nous, parce qu'on aime bien le petit feeling Apple, mais c'est vrai qu'en vrai, t'en as pas vraiment besoin. Justement. Ouais, un petit peu, mais bon, faut voir, tu vois. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que la télé, effectivement, va redevenir une espèce de produit au centre de ton salon, s'il y a du FaceTime, s'il y a de l'IA. Et finalement, ça pourrait redevenir un produit très intéressant pour Apple, où ils pourraient mettre toute leur technologie à l'intérieur. Alors, comme tu dis, ça coûterait sûrement cher, ce serait quelque chose d'un petit peu luxueux. Mais moi, par exemple, des fois, au bureau, j'aimerais bien une télé comme ça, qui fasse FaceTime, qui soit compatible Apple, pas lui mettre une Apple TV aux fesses, que je puisse afficher un site web, tu vois, faire des trucs cool un petit peu dessus, qui soit même potentiellement un Mac, pourquoi pas. Et c'est vrai qu'on n'a pas tellement ce genre de solution. Il faut beaucoup bidouiller aujourd'hui pour avoir ça. Donc, c'est pas si idiot que ça finalement, mais voilà, après tu vois, on est toujours, on attendait ce produit il y a 10 ans quoi, donc c'est assez bizarre d'en reparler maintenant quoi. Et ça, toi qui connaissais pas mal de solutions qui proposent des solutions de monitoring assez intéressantes, notamment pour les grands magasins, pour avoir des magnifiques dalles qui occupent toute une vitrine par exemple, tu fais ça chez Underside. Est-ce que tu es d'accord avec Didier? Est-ce que finalement, le virage a été loupé et c'est trop tard aujourd'hui pour sortir un téléviseur, ou au contraire, tu serais prêt à investir dans une solution finalement griffée d'une pomme et tout en une? Oui, moi je serais prêt à investir, en particulier parce que je pense que Apple pourrait très bien sortir quelque chose qui s'appellerait, je sais pas, Apple Screen par exemple, et qui pourrait exister sous différentes tailles et peut-être même certaines tailles que tu pourrais utiliser comme moniteur d'ordinateur, tu vois. Donc
Pourquoi pas en fait? C'est vrai qu'avec cette nécessité aujourd'hui d'avoir une caméra embarquée, d'avoir peut-être un hub HomeKit embarqué, peut-être éventuellement une Apple TV avec un processeur, cette fois-ci Apple Silicon, tu vois, de type M3, M4, ben ça pourrait faire du sens. Reste effectivement le problème des prix, parce qu'on voit bien qu'il y a des modèles très haut de gamme chez LG, Samsung, Sony, qui commencent à des prix faramineux, mais on voit très vite que ces prix baissent. On pense à The Frame notamment de chez Samsung, où les premières générations sont à plus de 2 000, 3 000 euros quand on veut des grandes tailles, et puis au bout d'un an, quand la nouvelle arrive, les prix sont divisés par 2, voire par 3. Donc les marges, comme le disait et le soulignait à l'instant Stéphane, sont assez faibles. Voilà, c'est ça. Oui, effectivement, les marges sont peut-être assez faibles. Maintenant, tu vois, Apple a toujours ce talent pour approcher des nouveaux contextes de vente que les autres n'avaient pas encore approché. Un petit peu comme Nintendo le fait pour ses jeux vidéo, tu vois. Les jeux vidéo vendus par Nintendo, ça va rester 4 ans sur les étagères et ça vaut toujours 60 à 70 euros, tu vois, ça ne diminue pas de prix. Et j'ai l'impression qu'Apple est l'un des seuls constructeurs à pouvoir le faire pour la télévision. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les prix fondent comme neige au soleil du côté des téléviseurs grand écran, qui ne coûtent quasiment plus rien aujourd'hui. On trouve des dalles à 65, 70 pouces à moins de 1 000 euros aujourd'hui. Mais ça devient de plus en plus, tu l'as dit, des modèles un peu jetables. Dès qu'il y a un souci, on peut quasiment pas intervenir dessus. Ils sont très vite obsolètes. Moi, je suis déjà à ma 2e télé en moins de 5 ans. Bon, j'ai des enfants qui ont tendance à casser les télés, mais quand même. On râle sur l'iMac où effectivement des fois quand il est un peu obsolète, ton écran il fonctionne encore et puis tu sais pas quoi en faire. Moi j'ai peur aussi que si Apple se lance dans les télés, s'ils nous font un modèle tous les ans, tous les 2 ans, et tu vois, enfin il y a une télé, tu peux la garder aujourd'hui presque 10 ans, 15 ans. Ouais, donc c'est ça, exactement. Ouais, donc à suivre. Une demande récurrente que vous avez parmi les questions Twitter ou les souhaits que vous aviez sur X concernant les sorties pour cette année 2025. Beaucoup d'internautes, notamment Coyote Normand, c'est pas le premier, c'est pas le dernier de la semaine, à nous avoir demandé si un iPhone regardé pliant est en vue. On sait, Stéphane, que c'est pas vraiment l'ambition d'Apple, les écrans pliables, du moins sur l'iPhone. Non. Sur l'iPhone, je pense que c'est pas quelque chose qui est. En fait, comme les autres ont fait des très belles choses sur la partie sur cette technologie, je suis bien placé pour le savoir parce que je l'ai testé à de nombreuses reprises et je suis fan absolu de cette technologie. Pourquoi je te pose la question? Tu fais bien de me poser la question, mais selon Mark Gurman et même je pense que si Apple va sur le pliable, il ira sur plutôt l'iPad, sur un premier iPad pliable. Comme le suggère Mark Gurman, donc toujours de Bloomberg, il viserait donc à faire un premier iPad pliable en 2028. Donc quelque chose qui serait une sorte d'iPad géant qui se déploie. Voilà, c'est ça. Donc qui serait une sorte d'iPad géant qui se déploie de la taille de 2 iPad Pro côte à côte. Voilà. Donc c'est un peu quelque chose. Je pense que le côté aussi esthète et excellent d'Apple dans tout ce qu'ils font, ils veulent éviter les plis sur les appareils, donc c'est un grand objectif aussi. Ils veulent qu'ils soient presque invisibles parce qu'aujourd'hui, même si c'est de plus en plus discret, on voit quand même qu'il y a la pliure. C'est compliqué quand même de faire autrement. Et voilà. Et donc apparemment, quand il sera déplié, cet écran mesurera environ 20 pouces, ce qui est quand même assez important. Énorme. Ah bah oui, ça c'est sûr. Alors, tu parlais de la pliure, c'est une chose dont tu nous as beaucoup parlé dans cette émission, Christophe. Vraiment, toi, c'est un point qui fait qu'aujourd'hui, tu n'es pas convaincu par les téléphones pliables, bien que la pliure soit de moins en moins visible. Stéphane l'a souligné, c'est un souhait des ingénieurs d'Apple d'atteindre à une parfaite transparence, c'est-à-dire qu'on ne voit plus de pliure. Et une fois que ce sera fait, ils se lanceront. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Ça va faire plutôt plaisir. Et au-delà de cet appareil qui semble à la fois à mi-chemin entre un Mac et un iPad, parce que selon la rumeur de Mark Gurman, c'est un produit hybride qui n'existe plus chez Apple, puisqu'il pourrait faire tourner des applications macOS. Ça semble assez fou. Oui, ça semble fou. Alors,
Moi, ça m'étonne pas du tout que Apple soit à la recherche de pas de pliure du tout, en tout cas pas visible, et que Gurman le valide ce fait. Donc a priori, ce serait vraiment ça. Et ça me plairait assez bien. Effectivement, autant au niveau des smartphones, je vois pas du tout l'avantage. Que par contre, en fait, pour une tablette, là, le fait de pouvoir la tenir en main comme un livre, tu vois, légèrement incurvé, avec un chouette écran devant toi, même à la limite que tu puisses le déposer sur une table, tout simplement, alors qu'elle est partiellement incurvée, ça peut vraiment être sympa de l'utiliser comme un livre avec une page de chaque côté, etc. Là, franchement, honnêtement, ça titille ma curiosité. En fait, Apple c'est un nouvel usage en fait qu'Apple voudrait faire en fait. Je pense que en utilisant le pliable, ils veulent créer un nouvel usage que les autres n'ont pas encore fait, je pense. Alors qu'ils sont plutôt concentrés sur les téléphones. Didier, ton sentiment, je trouve un peu plus dubitatif, surtout dans la perspective d'un appareil hybride, une sorte d'iPad qui serait aussi une sorte de Mac qui pourrait tourner des applications. En tout cas, ça innoverait un petit peu. 2028, c'est encore loin. Ouais, c'est encore loin. Mais c'est vrai que tu vois, là, on est un peu dubitatif quand même. On a du mal à imaginer l'intérêt de ce genre de produit. Et moi, l'intérêt des produits pliables, c'est d'avoir un truc petit dans ta poche que tu fais grossir. Et quand tu vois qu'il y a quand même pas mal de gens maintenant qui ont ces téléphones là de Samsung, même si c'est pas parfait et tout. Moi, j'ai vu des gens là qui lisaient des BD dans le train et tout. C'est vrai que c'est cool. Tu le mets dans ta poche, t'as l'écran devant. Et en fait, c'est cool. Et en fait, tu vois, là, c'était un peu notre sujet, notre rengaine l'année dernière, mais c'est vrai qu'Apple rase beaucoup de trucs comme ça, et t'as l'impression qu'ils vont se mettre dans des niches un peu inutiles, plutôt que de faire des produits utiles et grand public en ce moment. Et tu vois, au lieu de te faire les lunettes méta, ils te font le Vision Pro, et là, j'ai l'impression que c'est un peu... on va faire du pliable, mais on va le faire différemment. Non, mais en fait, on a juste besoin d'un petit téléphone pliable, donc un iPhone pliable, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient ce genre de produit, et vraiment, parce que l'iPhone, c'est agréable d'avoir un grand écran, mais c'est vrai que je connais plein de gens qui prennent des petits iPhones, du coup, ils ont moins de batterie, ils ont plein de contraintes, et même quand tu vieillis un peu, tu veux aussi lire des trucs un petit peu plus gros, tu veux lire dans le train... Le manque, il est plus sur un iPhone qui devient un iPad que encore un produit à racheter en plus, tu vois. Je sais pas. Ouais. C'est vrai que moi, personnellement, un iPhone pliant, ça me plairait beaucoup. C'est une demande, encore une fois, récurrente de vos souhaits pour 2025 qui ne semble pas au programme pour l'iPhone 17, mais vous allez voir que d'autres annonces se préparent du côté de l'iPhone 17 dans un instant. Alors, l'iPhone 17 prendrait l'air en 2025. C'est la première nouveauté de la rentrée 2025. Un nouveau modèle arriverait dans la gamme, l'iPhone 17 R. Qui veut nous le présenter? Peut-être Christophe ou Didier, je ne sais pas. Allez, ne vous battez pas. Globalement, ça devrait être quelque chose qui soit assez calqué sur le modèle du MacBook Air. Donc, quelque part, ce serait effectivement un iPhone un peu plus entrée de gamme, quelque part aussi, mais aussi plus léger. Et malgré toute bonne facture, mais avec des technologies déjà exploitées par le passé. Donc c'est un peu ce que nous proposerait Apple au travers de l'iPhone 17R. Et moi je serais curieux d'en savoir un peu plus. Didier, toi tu as des idées par rapport à ce que Apple pourrait annoncer à ce niveau-là? En fait, l'iPhone Plus, j'ai l'impression qu'il se vend pas bien parce qu'il est pas bien tarifé. En fait, à partir du moment où tu mets un iPhone Plus avec un peu de capacité, tu arrives au prix des iPhone Pro en gros. Donc ils essayent de trouver quelque chose qui ferait que ce serait je pense un appareil à part entière, que ce serait pas juste un iPhone avec un grand écran. Donc déjà tu vois, a priori il devrait y avoir le ProMotion sur toute la gamme l'année prochaine, les 120 Hz, qui est quand même un peu le minimum aujourd'hui. Et puis là tu pourrais te dire oui, peut-être que ces iPhones d'avoir un modèle un petit peu plus fin, ou quand tu mets une coque qui soit pas un peu énorme, là tu sais on a tous les iPhones dans la poche avec des grosses coques. C'est vrai que c'est quand même des gros produits aujourd'hui, donc ça pourrait être intéressant, comme l'a été finalement le Mini. Tu vois, il y a encore des gens qui s'arrachent là les iPhone 13 mini, c'est amusant, hein, le format intéresse, donc pourquoi pas. Mais c'est vrai que je pense que le vrai problème de ces produits chez Apple, c'est le pricing. Et le mini, il aurait eu, je sais pas, 200 € de moins, il se serait vachement bien vendu. Et là, sur les iPhones comme ça, qui ont des grandes dalles aussi. Donc, est-ce qu'ils vont trouver la formule qui fait que ce produit est suffisamment attrayant pour que tu mettes le supplément qu'il faut? Parce que j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, la philosophie, c'est de baisser les prix chez Apple. Donc en clair, il prendrait la place de l'iPhone 16 Plus. Il n'y aurait pas d'iPhone 17 Plus l'année prochaine, mais un iPhone 17R. Rappelons effectivement que l'iPhone 16 Plus cette année est facturé 1 119 €, donc c'est quand même assez cher. L'enjeu, effectivement, en affinant le téléphone, c'est d'assurer
je dirais, une longévité de la batterie. On va voir ce qui en sera l'année prochaine, l'autonomie. Autre annonce qui a été faite notamment par le Wall Street Journal, c'est que cet iPhone 17R, donc c'est pas la seule source Gurman, même Michuk en a parlé, serait également équipé d'une avancée qu'on attend depuis longtemps. Stéphane, par exemple, n'a pas encore parlé. On sait qu'Apple a racheté il y a des années les divisions Intel concernant la division modem. Le modem 5G serait maison l'année prochaine. Voilà, ça travaille bien. Donc en gros, Apple a racheté la division, tu l'as évoqué tout à l'heure, spécialisée d'Intel pour $1 milliard, ce qui est une petite somme pour Apple. Et son accord avec Qualcomm inclut plusieurs clauses permettant donc à Apple de développer ses propres puces concurrentes. Donc ce composant est donc sur toutes les lèvres depuis plusieurs mois. Plusieurs analystes l'ont d'abord vu dans l'iPhone SE, on y reviendra un petit peu plus tard, mais c'est aujourd'hui donc sur cet iPhone 17R, sans doute, j'ai peut-être un peu plus premium, qui devrait donc être les premiers à avoir cette puce-là, ce modem-là. Donc à la fois, les amis, une puce qui serait pas qu'une puce 5G, mais aussi une puce Wi-Fi, donc potentiellement du Wi-Fi 7, mais ça, j'y crois pas trop, du Bluetooth. Donc l'idée, c'est d'intégrer un maximum de choses. Il ne s'agit pas juste de vouloir internaliser la production et de court-circuiter Broadcom ou d'autres fabricants de puces concurrents de ce que propose Apple aujourd'hui, qui sont intégrés à Apple et qui lui coûtent cher. La volonté, c'est de proposer une solution qui soit plus économe en énergie et plus performante aussi, les amis. Oui, c'est ça. Et puis aussi qu'il soit en cohérence totale avec l'écosystème qui aujourd'hui est celui d'Apple Silicon. Et donc vraiment d'avoir une progression en échelle qui suive exactement celle de l'Apple Silicon. Donc pourquoi pas, en fait, quelque part, effectivement, travailler sur les domaines d'énergie comme Apple l'a fait dans le passé avec le A18 aujourd'hui, les M1, M2, M3, M4, etc., etc. Et la logique voudrait peut-être même que cette puce Bluetooth Wi-Fi 5G pourrait à terme même être intégrée à la puce silicone en elle-même comme un composant à part entière. Voilà pour l'iPhone 17R. Qu'est-ce qu'on sait ou qu'est-ce qu'on devine? Qu'est-ce que tu as vu passer, Didier, pour la version Pro? Peu d'infos pour le moment. Oui, peu d'infos, mais il a l'air de ressembler, tu sais, au Pixel, par exemple, de Google, puisqu'il aurait les 3 capteurs en haut. Alors, alors je sais pas si tu nous mettras une image, j'imagine que oui, mais là, voilà, on le voit bien à l'écran. Les capteurs grossiraient quand même pas mal. Là, tu vois, quand même, on a 3 gros capteurs ici. Ça permettrait peut-être aussi d'homogénéiser, tu vois, les ultra grands angles, les grands angles et tout, qui aient un peu tous maintenant des capteurs un peu équivalents. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Si tu veux être meilleur en basse lumière, si tu veux être meilleur en HDR, etc., il faut quand même faire grossir un petit peu tout ça. Et en plus, moi, je trouve que l'iPhone, si tu prends un iPhone, je crois, depuis le 12, quasiment, ça n'a pas changé de design. Donc c'est vrai que ça apporterait quand même un petit peu de fraîcheur aujourd'hui sur la gamme d'iPhone. Alors tu veux un truc marrant quand même? Nous, ça fait depuis 2007 qu'il y a l'iPhone. Ça a toujours été des grosses sorties, les sorties d'iPhone. Il y a eu beaucoup d'audience, etc. Les gens attendaient devant l'Apple Store, etc. Cette année, l'iPhone, il est même pas dans les 10 vidéos les plus vues. Le test de l'iPhone n'est même pas dans les 10 articles les plus lus sur le site. Et c'est pas que moi, c'est chez tous mes collègues, etc. C'est comme ça. Et en fait, l'iPhone, en termes de médiatisation, ne fait plus recette. C'est amusant comme truc. Et donc aujourd'hui, il faudrait, je pense que, si Apple veut revenir un petit peu sur le devant de la scène sur cette partie-là, c'est quand même leur produit. Il faut qu'ils trouvent aussi des moyens de se démarquer un petit peu. Et bon, ces dernières années, là, l'accent a été mis sur la photo. Ça pourrait être effectivement un gros truc là cette année. Peut-être qu'il y aurait des énormes progrès sur la photo et la vidéo, quoi. Alors, regardez cette réaction sur Twitter de Max Wookie. Selon vous, le nouvel iPhone SE pourrait-il être le nouveau best-seller et voler la vedette à l'iPhone 16? On va en parler longuement dans ce prochain chapitre. L'iPhone SE 4, s'il porte le nom, serait véritablement la grosse nouveauté iPhone finalement de cette année. On va en parler dans un instant, mais d'abord un petit mot au sujet de notre sponsor. Il s'agit bien sûr de Célie. C'est grâce à l'invitation, c'est à l'invitation de Célie que nous sommes ici à Sydney. Célie
Pourquoi ? C'est une solution d'eSIM, une application à télécharger sur votre iPhone et qui vous permet tout simplement d'avoir une carte eSIM intégrée à votre téléphone avant même de partir. J'ai fait la démarche avant de partir de Paris à Roissy. J'avais déjà ma ligne australienne en arrivant ici à un tarif très compétitif. Et dès que j'ai atterri, j'avais la possibilité de lire mes mails. Alors je sais, je suis un addict de la connexion, mais pour faire cette émission ou pour faire d'autres choses, c'est très pratique. Et en plus, vous n'êtes pas un FEOD, un opérateur. Donc voilà, c'est une solution qui va pouvoir capter le meilleur réseau au meilleur moment, bien que le réseau soit pas mal saturé en cette fin d'année avec les fêtes. Ici, au moment où on enregistre du côté de Sydney, ce qui explique l'image soit un petit peu pixelisée. Il y a énormément de monde parce que vous savez qu'en fin d'année ici, il y a un grand spectacle derrière moi qui se prépare parce qu'on enregistre pour la fin de l'année avec un immense feu d'artifice. Énormément de gens, plusieurs millions de gens, donc ça explique que les réseaux saturent un petit peu. Bref, ça marche super bien, c'est pas cher, c'est hyper simple à installer. Il y a une application où vous achetez en ligne, c'est sécurisé, vous pouvez payer par Apple Pay. Et lorsque vous avez atteint, je dirais, les datas que vous avez réservées, vous avez une petite notification, il suffit de recharger, c'est hyper simple et ça marche super bien. On aimerait pouvoir créer des eSIM aussi simples chez les opérateurs locaux, notamment du côté de la France. Il faut attendre plusieurs jours pour parfois avoir une carte eSIM sur son téléphone et sur son iPhone notamment. L'iPhone SE4, ce serait la nouveauté de la rentrée parce que ça semble assez logique maintenant. Didier, ça fait une éternité maintenant que l'iPhone SE4, l'iPhone SE n'a pas été mis à jour, donc on s'y attendait, mais l'ambition d'Apple va beaucoup plus loin cette année. Oui, bah en fait, moi je suis assez surpris qu'il y ait un nouvel iPhone SE parce que avec leur stratégie de, tu vois, je te sors un nouvel iPhone, je fais baisser les prix de l'ancien, je pensais qu'ils s'y retrouvaient un petit peu derrière. Finalement, aujourd'hui, tu peux acheter par exemple des iPhone 13, 14 pour pas très cher. Mais l'iPhone SE, en fait, l'idée, ça a toujours été de réutiliser un vieux design. Donc là, on partirait sur un iPhone 14, mais de lui mettre la dernière puce pour qu'il soit quand même puissant, mais tout en faisant des économies, un petit peu moins de capteurs photo, etc. Et pour autant, tu aurais quand même, tu vois, par exemple, de l'USB-C, tu aurais le MagSafe, enfin, on va dire des technologies relativement matures, mais dans un produit un petit peu simplifié. Et souvent, quand même, le prix est super attractif. On était autour de 500 €. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, tu as quelqu'un qui te demande un iPhone ou pour les enfants ou pour quelque chose comme ça. Tu sais qu'il sera durable, qu'il aura les mises à jour d'iOS. Donc, souvent, c'est un produit qui est très intéressant. En général, on le conseille souvent, ce produit, parce que voilà, si tu n'es pas un gros geek, si tu fais pas de la vidéo pro, si tu n'as pas besoin vraiment des dernières techno, finalement, ce truc-là, il pourra te garder très longtemps sans crever ton budget et en ayant un appareil neuf, pas reconditionné, avec des batteries un petit peu bizarres à l'intérieur. Et même Didier, pardon Olivier, mais c'est vrai que j'abonde dans ton sens. L'iPhone SE 2020, quand même, vaut à peu près dans les boutiques ou dans les sites de reconditionnés entre 120 et 150 €, alors qu'ils sont en très bon état avec des batteries d'origine. Et ils ont, ma mère là par exemple, elle l'a mis à jour iOS 18 pour tout vous dire. C'est quand même bien d'avoir un téléphone qui tient la route pour une somme comme ça. Même en reconditionné, il a un niveau de durabilité qui est vraiment intéressant. Donc franchement, moi je trouve que c'est même, je conseillerais à n'importe qui veut donner à un enfant un téléphone, au lieu d'aller chez Android, comme la plupart des gens pourraient le faire, de prendre un SE, au moins ils pourront localiser leur enfant. Alors pourquoi maintenant tu le soulignais et pourquoi ne pas reconvertir, Didier, un modèle je dirais précédent et simplement en baissant le prix, Christophe, parce que cette année Apple a enfin mis le cap sur l'intelligence artificielle et qu'il faut, il faut un appareil très récent pour le faire tourner, Christophe. Exactement, mais avant de parler d'Apple Intelligence, je voudrais quand même souligner ton application, Olivier, en fait, parce que tu es sous la pluie et tu es en train de nous parler, donc bravo à toi. Ça n'a pas l'air d'être... Oui, il pleut encore. Voilà, ça a l'air d'être un peu mouillé. Voilà. Alors oui, effectivement, pour rebondir sur ta remarque, Olivier, bien sûr que Apple Intelligence arrive à grands pas et bien sûr que si Apple présente un iPhone SE 4, il faudra qu'il soit compatible avec Apple Intelligence, ce qui implique plus de mémoire évidemment et évidemment aussi une puce revue qui soit quand même pas si bas de gamme que ça. Donc ça va être assez marrant de voir comment Apple va positionner son iPhone SE 4 en sachant que ils doivent quand même mettre un processeur qui tient la route et quand même mettre un petit peu de mémoire également pour qu'on ait Apple Intelligence. Par contre, ce serait cool parce que du coup,
ça voudrait dire que ce serait sans doute la première machine de Apple à être, en termes de prix, je veux dire, à pouvoir être compatible avec Apple Intelligence. Et ça, c'est pas mal parce que ça permet à plein de gens de pouvoir utiliser Apple Intelligence sans mettre trop d'argent non plus. Ouais, c'est-à-dire qu'on souligne depuis le début, depuis le mois de juin où Apple a présenté Apple Intelligence que la firme de Cupertino est en retard par rapport au marché. Et pour nous qui sommes des early adopters, comme on dit, qui ont la chance d'être équipés des nano-modèles, on est frustrés de ne pas pouvoir installer Apple Intelligence sur nos téléphones. Ici, ça marche super bien en Australie, puisque c'est un pays anglo-saxon. Mais en France, ça n'arrivera qu'au printemps prochain. On va en parler dans un instant. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a finalement très peu d'iPhones sur le marché qui sont capables de faire tourner Apple Intelligence. Il n'y a que les modèles 16 Pro de l'année dernière, 16 Pro et 16 cette année et 15 Pro l'année dernière qui fonctionnent. Donc, s'ils reconvertissaient effectivement un iPhone 14 par exemple, en disant voilà l'iPhone 14 devient l'iPhone SE, on ne pourrait pas faire tourner Apple Intelligence dessus. Donc, il faut obligatoirement changer sa puce. Et puis, il ne faut pas oublier que l'iPhone 14, il est équipé d'une puce Lightning, donc on ne peut plus les vendre en France et en Europe notamment. Ils ont été retirés du catalogue, l'iPhone 14, récemment par Apple et l'iPhone SE également. Donc, s'il y avait une motivation supplémentaire, c'est là. Olivier, je peux me permettre oui. Je peux me permettre, dans la continuité de ce que tu as dit, je ne sais pas, je t'ai envoyé un petit message d'ailleurs à ce sujet-là tout à l'heure avant que l'émission soit enregistrée. Il semblerait qu'il y ait un nouveau nom que l'iPhone SE 4. Il serait le 16E. Ça voudrait dire... Donc le 16E, voilà. Donc en clair, ce serait oui, ça va encore plus dire. Donc ce serait la version économique de l'iPhone 16. Voilà. Et je dirais l'iPhone, le modèle d'iPhone pour tous, pour Apple Intelligence pour tous, je suis arrivé. À propos d'Apple Intelligence qui devrait arriver en France, donc on l'a dit au printemps, on vous a reposé une question sondage sur X cette semaine. Avez-vous hâte de pouvoir avoir accès à Apple Intelligence en français? Et vous êtes 72,3% à répondre oui, contre 27,9% à répondre non. On en est où d'Apple Intelligence, les amis, en matière de déploiement de bêta? Stéphane, ça progresse doucement, mais sûrement, on en est où? Doucement, très doucement. Bien sûr, on n'y a pas accès il faut bien sûr se connecter avec un VPN, bien évidemment. On est toujours un petit peu coincé et frustré de ce côté-là, mais bon, ça c'est comme ça, de toute façon on le sait bien. Néanmoins, le problème c'est que voilà, moi je vous dis, je vais te dire un peu ma pensée, c'est que d'un côté, c'est un peu schizophrénique, c'est que d'un autre côté, il n'y a pas une semaine, il n'y a même pas une journée où je n'utilise pas une nouvelle application, un nouvel usage. Le dernier, mais j'ai vu, si je vais vous envoyer sur le groupe les dernières fonctionnalités, les dernières trouvailles que j'ai pu avoir. D'un côté, ça va super vite, très très vite, avec des gens qui sortent des services tous les jours, des évolutions de dingue. Et d'un autre côté, la lenteur relative et une certaine frustration, faut le dire, sur les bêtas de la 18.2, je crois, actuellement. Je ne sais pas si un jour Apple pourra aller aussi vite ou voudra aller aussi vite de toute façon, mais il n'y a pas un truc là. Là, je vous donne le dernier que j'ai pu avoir. Vous prenez une capture d'écran d'un site internet et ça génère le site internet que vous avez capturé en écran en 5 minutes. Wow. C'est hallucinant, À la rigueur, ça va me rappeler le premier iPhone qui était en Edge, alors que tous les autres étaient en 3G. Vous vous rappelez? Regarde cette réaction, Stéphane, de Laurent Stosky. J'utilise de plus en plus ChatGPT qui améliore ma productivité. Ce qui m'intéresse, c'est l'intégration dans les applications ou encore de Jeremy A. Il y a un effet de mode pour les utilisateurs passeront à autre chose. Ils pensent à l'intelligence artificielle. Par contre, Apple Intelligence aurait tout à gagner à aider l'utilisateur à maximiser l'usage de ces appareils et logiciels. Je suis pas du tout d'accord avec votre réaction, Jérémy. C'est pas du tout un effet de mode. C'est vraiment une lame de fond, l'intelligence artificielle. Votre sentiment sur Didier? Juste pour réagir, oui, après je laisserai mes amis parler, mais vous savez que le 10 et 11 février prochain, il y aura 97 chefs d'État réunis à Paris
pour parler autour de l'intelligence artificielle et tous les grands patrons, les Sam Altman, etc., seront là. Et le monde entier va se réunir et parler, et pas légiférer, mais réguler. En tout cas, l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui est colossal. Et donc, on aura près de 100 chefs d'État à Paris. On va pas parler de bombes atomiques, on va pas parler de militaires, on va pas parler de guerre, on va parler d'intelligence artificielle. Donc, c'est pas un effet de mode ou quoi que ce soit. Et j'espère que Tim Cook sera là, d'ailleurs. Ça serait bien. On verra. Écoute, j'en serai en première loge, en tout cas, s'il est là. Votre sentiment, Didier, Christophe, sur les dernières avancées d'Apple Intelligence, c'est le fait qu'Apple est en retard et l'assume assez bien. Moi, ce qui me gênait le plus, finalement, c'est pas qu'il soit en retard, c'est qu'il soit un argument de vente de l'iPhone alors que c'est qu'une version bêta et qui n'est pas disponible en Europe. Oui, effectivement, c'est clair et net qu'aujourd'hui, c'est toujours le même sujet, en fait, et c'est toujours le sujet qu'on aborde depuis plus d'une année maintenant. C'est l'arrivée tardive sur le marché de Apple Intelligence, qui n'est pas effectivement que Siri ou que l'intégration de chat GPT, mais aussi, en fait, si on plonge un peu du côté du Mac, etc., Image Playground et tout un tas d'autres fonctionnalités d'intelligence artificielle. À noter aussi que dans les dernières versions bêta, il n'est pas toujours utile en fait d'utiliser un VPN non plus pour certaines fonctionnalités, mais que le choix de la langue en fait est par contre lui fondamental. Et donc oui, Apple progresse, continue à progresser. On parlait l'année passée, fin 2024, dans On refait le Mac, d'une annonce en fait, ou en tout cas des premiers vrais déploiements pour la langue française en fin 2025. Je pense qu'on en est toujours là, quoi. Ouais, on est ensuite au printemps. Je ne sais pas si tu as suivi les dernières infos. Oui. Pour l'arrivée d'Apple Intelligence. Oui, pas pour la totalité d'Apple Intelligence, mais en tout cas des mécanismes. Et Siri notamment. Des mécanismes, Siri comme Siri, oui. Ouais. Didier, ton sentiment, brièvement pour conclure. Oui, on est toujours dans l'expectative, effectivement. Moi, tous mes amis qui sont aux États-Unis, qui utilisent Apple Intelligence, sont quand même assez déçus globalement par rapport à tout ce qui se fait sur le marché. Tu vois, on attend vraiment un nouveau Siri. On attend une vraie intégration dans les applis avec des choses qui te font gagner de la productivité. Et c'est vrai qu'on est encore là sur du résumé, sur des fonctions, on va dire, un peu basiques. Donc oui, il faudra, ça prendra sûrement le temps que ça prendra chez Apple, mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas de temps à se plaindre non plus, je trouve. Tu vois, si on attend 3 mois, c'est pas la mort. Moi, ce qu'il faut, c'est vraiment qu'Apple ait un vrai plan, qu'ils arrivent avec des choses qui sont vraiment géniales. Et aujourd'hui, il y a tout un tas de logiciels, notamment pro, sur lesquels ils pourraient faire de l'IA. Tu vois, sur de la composition automatique dans Logic, sur du montage automatique dans Final Cut. Enfin, il y a plein de choses. Et aujourd'hui, tu sens qu'ils sont pas encore là, même de la dictée. Aujourd'hui, la dictée est nulle chez Apple. Et tu sens que vraiment, enfin, moi, ce qui me va bien au quotidien, je le retrouve totalement en dehors d'Apple. Aujourd'hui, j'utilise, tu vois, les Ray-Ban, sur le Pixel, j'ai plein de trucs cool. Stéphane, il travaille beaucoup avec les Samsung et tout. En fait, l'IA, maintenant, elle est complètement ailleurs que chez Apple, et y compris aux États-Unis où c'est déjà déployé. Donc on verra, hein. Là, il y a la conférence des développeurs qui arrive, peut-être qu'on aura des belles surprises. Ils ont toutes leurs annonces de serveurs aussi qu'on attend un petit peu de voir ce que ça va donner. Ils ont pas donné aussi beaucoup d'infos là-dessus. Donc voilà, pour l'instant, on n'a pas grand-chose à dire. Moi, j'avoue, on est vraiment dans l'attente, quoi. Oui, par contre, c'est vrai que ce qui fait très peur, comme le disait Didier aussi, Olivier, c'est quand même Siri qui n'a pas l'air de devenir un véritable agent conversationnel comme les ChatGPT aujourd'hui. Et ça fait vraiment très très peur, parce que moi, que Siri comprenne ma demande mais me la renvoie à l'écran, en fait, tu vois, je m'en fous un peu, en fait, pour être tout à fait franc. Il y a un énorme chantier. Hein. Il y a un énorme chantier pour rattraper le retard sur ce côté-là. Ouais, ça ne semble pas se préciser, tu vois. Ça semble pas du tout aller vers ça, en fait. Donc ça me fait vraiment très peur. Pour conclure, regardez cette réaction sur Twitter de Croque-Pomme. Un vision moins cher serait pas mal. Allez, on continue sur le sujet qui fâche. On va parler de l'Apple Vision Pro. L'année 2025 va être marquée par le retour de l'Apple Vision. Est-ce qu'on va avoir droit à un Vision Pro 2 ? La dernière tendance, les amis, c'est que le projet, en tout cas la production de l'Apple Vision Pro tel qu'on le connaît, qui a été présenté en janvier de l'année dernière, en février de l'année dernière, aurait été stoppé. Est-ce que vous pensez que le projet est mort et enterré chez Apple et que c'est un flop, tout simplement ? Didier ou Christophe ?
Je connais bien Christophe, parce que moi, tu me connais. Oui, je connais le sujet, surtout comment Didier va traiter le sujet. Et malheureusement, je vais être un petit peu dans la même veine que Didier, à savoir que effectivement on nous annonce que l'Apple Vision Pro tel qu'il a été créé au départ est en arrêt de production, donc tu peux encore l'acheter, mais parce que ce sont des unités déjà développées, déjà créées. Et puis moi j'attendais très fort cet Apple Vision Pro d'entrée de gamme qui permettrait à monsieur et madame tout le monde de pouvoir y avoir accès plus facilement et donc de devenir un produit un peu plus accessible pour tous. A priori ce sera même pas le cas. Et derrière, on nous annonce quoi ? On nous annonce mais vous inquiétez pas, en fait, il pourrait y avoir un Apple Vision Pro, mais remis au goût du jour, avec juste le processeur qui serait remis au goût du jour. Enfin, c'est n'importe quoi là, en fait. En tout cas, si vraiment ce qui est dans les valises de Apple, tu vois, ce qui transpire aujourd'hui, si c'est la vérité, moi, ça me fait vraiment très très peur pour l'Apple Vision Pro. Alors, je vous ai préparé quelques chiffres dans le script, notamment, Didier, tu verras. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'échec de l'Apple Vision Pro quand on vend un produit à près de 4 000 €? Populariser la VR, un casque de réalité mixte à 4 000 €, c'est un peu illusoire, donc c'est pas une surprise qu'ils ne soient pas énormément vendus. Il y a quelques chiffres qui ont circulé. Ming-Chi Kuo, notamment, qui a indiqué en avril dernier qu'Apple aurait revu à la baisse, je cite devant, entre 800 et 700 000 unités, approximativement moins de 500 000 unités cette année, autour des 400 000. Quand une recherche rapporte que les ventes de Vision Pro ont chuté de 80% au deuxième trimestre 2024, donc c'est important. Et tu l'as dit, la production aurait été stoppée. On a quand même un petit état des lieux du marché des casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée qui a sorti très fort, ça vaut ce que ça faut, hein. Meta domine le marché sans surprise avec 73% du marché et Sony arrive en seconde position avec seulement 9%, mais Apple arrive troisième avec 5% alors qu'il est facturé 5 à 10 fois plus cher qu'un casque Meta d'entrée de gamme. Donc on sent bien que Didier ou Stéphane que même si c'est à 4 000 €, il est normal que le produit ne s'est pas énormément vendu, mais mine de rien, c'est une belle niche quand même à 5% de marché à 5 000 balles. Moi, j'ai pas d'avis, vous savez, sur la question, donc je dirais rien sur le... Non mais c'est assez étonnant comme produit parce que on attendait beaucoup du logiciel en fait. Je pense que ce qui a déçu, c'est qu'on n'a pas beaucoup de contenu. Là, l'autre jour, là, j'ai tout réinstallé, j'ai téléchargé les derniers trucs d'Apple TV et tout. T'as quand même rien, quoi. Enfin, c'est quand même super léger. T'as des petites démos de 3 minutes tous les mois. Ils ont pas vraiment de jeu. Là, on parle, tu vois, peut-être de la compatibilité avec les manettes Sony et tout. En fait, et je sais pas si vous avez vu l'interview de Tim Cook récemment, qui est assez lunaire en fait. Au début, on nous l'a vendu comme un produit Apple, le nouveau produit Apple. Hein. C'est quand même c'était un produit important. On le met en Apple Store, donc c'est l'ordinateur spatial. Oui, voilà. Donc Monsieur Tout le Monde remplace son iMac par un Vision Pro. Donc tu dis au lieu de mettre 2-3 000 balles dans un MacBook Pro, tu vas acheter un Vision Pro. Bon, pourquoi pas. Et on te le présente en Apple Store. Tu vois, on te fait des démos. On a fait des démos à plein de gens. Monsieur Tout le Monde en fait. Puis en fait, les gens les achètent pas parce que c'est quand même beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et puis Tim Cook te dit non, mais en fait c'est un produit de niche. Voilà, c'est un peu plus pour ceux qui veulent voir un peu le futur avant les autres, etc., etc. Du coup, tu sais pas quel est le but de ce produit. Est-ce que c'est pour développer des choses pour des produits qui vont être plus grand public derrière? Mais Tim Cook te dit pas qu'il va y avoir un produit plus grand public. Il te dit pas, par exemple, qu'ils vont faire, par exemple, ça, tu vois, les Ray-Ban Meta avec, je sais pas, quelque chose de moins ambitieux, quand même un petit écran à l'intérieur où ils pourraient réutiliser des technos. Non, rien du tout. On n'a aucune stratégie derrière. Et je me demande, comme le disait Christophe, est-ce qu'il y a une stratégie? Parce qu'une mise à jour incrémentale sur un produit qui n'a pas marché, ça va pas le faire exploser les ventes. Les développeurs vont pas être attirés parce qu'il y aura pas vraiment de public. Aujourd'hui, les seules niches où je vois il y a un intérêt, où on voit souvent des articles sortir, c'est le pur B2B, c'est-à-dire voilà, dans la médecine, tu vois, il y avait ou les pilotes d'avion. C'est trop pour comprendre pour la médecine. Ouais, mais la techno est quand même. Comparer les solutions d'opération, tu sais, qui permettent d'utiliser des choses à distance. Non, c'est pas si encombrant que ça, et surtout, c'est beaucoup moins cher que Solutions Pro. Il y a pas mal d'articles récemment que j'ai lu dans le Wall Street Journal à ce sujet. Il y a un vrai marché de niche dans l'univers de la médecine, au contraire, parce que dans les critères de la médecine sont des produits beaucoup plus chers et beaucoup plus encombrants. Maintenant, c'est pas l'ambition d'Apple, évidemment.
La question, c'est quel est le futur de ce produit? Est-ce qu'il est mort-né? Tu le disais à l'instant, Christophe, que selon Mark Gurman, on aurait une mise à jour cette année, mais qui serait juste incrémentale. En clair, il y aurait juste une nouvelle puce M4 ou M3 à la place de la puce M2 qui est intégrée. Il faudrait plutôt un deuxième scénario, c'est ça selon toi, Christophe, pour baisser le prix et populariser les usages? C'est ça qui manque aujourd'hui, que le produit est juste inaccessible? Tout à fait. Et puis les produits, tu vois, tu as montré un graphique qui parlait du MetaQuest, du Sony PS VR2, etc. C'est des casques qui sont soit de gaming, soit un petit peu plus généralistes, mais quand même malgré tout de gaming. Donc il y a un usage en fait autour du jeu vidéo. Ici, chez Apple, il n'y a aucun usage de développé au niveau du jeu vidéo. Et effectivement, on revient toujours à ça, au jeu vidéo. C'est fou. On en revient au niveau du jeu vidéo, mais aussi de la consommation de médias. En fait, Apple TV Plus pourrait faire des choses incroyables avec des films interactifs, etc. Il n'en est rien aujourd'hui. Et comme tu le soulignais, la cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus de ça, c'est très difficile de s'en payer un parce que c'est très cher. Donc du coup, en fait, il n'y a pas de public cible, donc il n'y a pas de créateur de contenu derrière. Apple TV+, qui est censé être donc Apple derrière, en fait, qui est le créateur du casque, ne crée pas de contenu adapté, ne montre pas le chemin comme le ferait, encore une fois, je vais revenir avec Nintendo, mais Nintendo et son propre studio et crée ses propres jeux et puis montre le chemin à tous les autres développeurs. C'est ce que Apple aujourd'hui doit faire, purée, quoi. Je peux juste abonder en ton sens, presque dans ton sens, en tout cas dans le sens pour éventuellement, et je dis pas que ça me coûte de vous dire ça, mais pour donner une chance au produit. Je pense qu'il faudrait quand même qu'il y ait un véritable programme d'incentive pour les développeurs. Si les développeurs étaient motivés pour pouvoir développer justement des applications qui se creusent la tête, qui prennent pas de commission pendant 1 an ou 18 mois, sur ça, que Apple publie les applications et les met en tête des App Store ou que ça soit même installé de base, qu'il y ait un véritable programme d'incentive pour les développeurs, il y en aura plein qui vont trouver des trucs et puis oui, sinon ça marchera pas. On pourrait avoir les plus belles lunettes ou quoi que ce soit, voilà, c'est tout. Après, moi, vous savez ce que je pense de ce produit-là, c'est les contenus qui manquaient. Le produit il est sûrement génial, mais si t'as rien ou tu te lasses et tu l'utilises plus au bout de 5 minutes. Même si le produit est génial et qu'il y a du contenu et que ça coûte 4 000 €, il y a peu de gens qui peuvent se payer. Alors probablement, mais certainement. Bien évidemment, mais ça, après, il y a des accords. Il y a le programme d'incentive. Le plateau est trop haut. Bien évidemment, mais comment on peut réduire les coûts de ce produit? Est-ce que tu veux pas? Tu veux si, c'est très simple. C'est très simple. C'est très simple. Tu retires l'écran qui est en frontal parce que je pense pas qu'il ait une valeur ajoutée tellement importante ou aussi importante que Apple le voulait. Donc déjà tu retires ça. Tu peux légèrement afficher les yeux de l'utilisateur, c'est ça? Voilà, exactement. Tu limites un petit peu la résolution des écrans internes du casque. L'objectif c'est pas d'en faire un MetaQuest numéro 2, mais l'objectif c'est d'en faire une machine qui soit quand même plus accessible, mais avec l'écosystème logiciel de Apple et qui permette de développer et pour le pro et pour le non-pro. Et ça, ce sera vraiment très très bien, je pense. Et puis surtout, Apple a la possibilité d'aller chercher des partenariats avec des gens comme Capcom, je le redis. Capcom développe aujourd'hui ses jeux vidéo sur la plateforme Apple et parmi les premiers à passer des AAA sur la plateforme d'Apple. Mais il n'y a rien qui arrive du côté de l'Apple Vision Pro. Pourquoi, Olivier, quoi? Pour toi, c'est vraiment un problème de contenu. L'idée par exemple, on avait vu ce brevet qui permettait de déporter les chroniques du Vision Pro vers un iPhone, par exemple, comme le fait, par exemple, le PlayStation avec son casque, puisqu'il utilise beaucoup la puissance de la console. C'est aussi une piste intéressante pour baisser le prix. Oui, bien sûr, c'est une piste intéressante. Tu peux déporter effectivement l'intelligence, mais je pense pas que ce soit. Tu vois, c'est pas un peu de mémoire et la puce Apple Silicon en fait qui vont vraiment coûter dans le produit. C'est vraiment toute la partie intégration qui coûte. C'est la partie des écrans surtout en fait qui coûte. Retire tout simplement la partie audio aussi et fait en sorte tout simplement de dire aux consommateurs, utilisez n'importe quel casque. En fait, on vous met un stéréo jack ou un port USB dessus, quoi. Tu vois, un USB-C. Et puis
qui venait brancher ça en fait directement. Enfin, il y a tellement de moyens de faire, parce que déporter l'intelligence du côté d'un smartphone ou d'un Mac, pour moi, ce serait vraiment perdre tout ce qui fait le cachet en fait de l'autonomie du produit, tu vois. Pour autant, l'idée de l'ordinateur spatial qui perdrait finalement le fait que ce soit un ordinateur. Ce serait un moniteur spatial, quoi. Mais justement, tu vois, je trouve qu'ils sont pas. Enfin, c'était quand même la promesse, l'ordinateur spatial. Et moi, j'ai essayé de travailler vraiment avec. J'ai vraiment essayé de faire des choses et tout. Déjà, le produit est vraiment pénible à avoir sur la tête. De toute façon, quoi. Ça, tu peux pas le changer. Les cases VR, ça reste pénible sur la tête pour travailler. Et derrière, ils ont quand même rien sorti, Apple, de vraiment super pour travailler. Enfin, je veux dire, on a toujours quasiment que des applis iPad là, tu vois, 1 an après. Mais il n'y a rien chez Apple qui est vraiment une killer app de productivité ou qui soit pensée justement pour ces univers 3D, quoi. Il manque le Shazam comme au début de l'App Store, quoi, tout le monde a fait waouh. Mm-hmm. Voilà, on va surveiller attentivement et on verra très bien au fil des semaines qui viennent et des mois qui viennent. Ça fera 1 an, donc au mois de février, que l'Apple Vision Pro a été annoncé. Si Apple a toujours l'ambition et a trouvé la formule magique pour essayer de démocratiser, pour moi, ça me semble le point important. C'est un cas de réalité mixte. Allez, on passe maintenant presque au dernier chapitre de cette émission. On va parler des futurs Mac qui devraient arriver cette année. Attendre en 2025 côté Mac, une demande forte sur notre fil Twitter, fil X, dont on refait le Mac. Regardez l'image de Mano. Le produit que j'attends le plus en 2025, c'est le MacBook Air M4. Même si j'en ai pas vraiment besoin, c'est le produit qui m'inspire le plus, sachant que j'ai un MacBook Air M1 qui fait parfaitement le taf. Sinon, le produit que je rachèterai en 2025, c'est l'iPhone 17 Pro Max. Donc, revenons sur ce MacBook Air M4. Qu'est-ce qu'on sait de cette prochaine version Didier, si tu veux résumer brièvement. Oui, alors la puce M4, on la connaît quand même, parce que maintenant elle est dans pas mal de produits. D'ailleurs, c'est étonnant, le MacBook Air d'habitude, c'était plutôt le premier servi sur les nouvelles puces. Donc voilà, tu aurais la montée en performance de 25%. Alors malheureusement, au niveau du Wi-Fi, on n'aurait pas de Wi-Fi 7. Bon, ça c'est comme tous les Mac M4, le Mac Mini, etc. Bluetooth 5.3 et Wi-Fi 6E. On aurait des nouvelles webcams, donc celles qu'on retrouve dans les derniers MacBook Pro avec Center Stage. Bon, voilà, c'est pas révolutionnaire et tout, mais c'est quand même plutôt pas mal. Et j'ai envie de te dire, pas grand-chose de plus. Moi, je dirais que la bonne nouvelle du MacBook Air M4, c'est qu'il va permettre de faire baisser les prix des MacBook Air M3 et M2, M1, qui largement en fait suffisent aux gens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même le lecteur disait très bien, un MacBook Air M1 aujourd'hui, tu arrives vraiment à le trouver à des tarifs incroyables. Et en fait, c'est le meilleur produit du moment parce que tu fais encore tout avec. Pour de la bureautique, c'est parfait. Il a une super autonomie. Donc, on n'en a pas tellement besoin en fait qu'ils mettent à jour les produits, mais comme ils ont une politique tarifaire assez compliquée, je dirais que le seul problème de ces machines, c'est de les trouver avec du stockage. Parce que aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui ont des MacBook Air à 256 Go, c'est toujours le même problème. Et malheureusement, les modèles que tu trouves d'ancienne génération, reconditionnés, etc., souvent, c'est des modèles qui sont un peu mal équipés, qui n'ont même pas 16 Go de RAM. Donc, tu vois, pour Apple Intelligence, etc., c'est un petit peu compliqué, quoi. Voilà, 16 Go devient le nouveau standard d'Apple depuis l'arrivée des MacBook Pro. Il y a du Mac Mini dont on n'a pas parlé, mais qui devrait pas tout de suite avoir une mise à jour, ce qui vient juste d'arriver. Regardez cette réaction d'Axel, folie, je rêve, mais j'aimerais tellement un grand iMac. Nous aussi, il semble que la priorité d'Apple soit ailleurs, mais plutôt des ordinateurs professionnels type Mac Studio et Mac Pro. Regardez cette réaction d'officier ludique. Moi, ce que j'attends, c'est le nouveau Mac Studio pour remplacer mon Mac Studio M1. Christophe, Stéphane, Apple devrait se concentrer effectivement sur le Mac Studio et le Mac Pro qui sont restés bloqués, scotchés à la puce M2, c'est ça? Oui, exactement, scotché avec le M2 Max et le M2 Ultra, qui sont 2 excellents processeurs, mais aujourd'hui on attend autre chose de machines professionnelles très haut de gamme comme ces 2 machines-là, et tu attends d'avoir tout simplement le dernier processeur en fait, comme ton MacBook Pro peut l'avoir, quoi. Donc tu veux une déclinaison M4 Max et M4 Ultra dans ces machines-là également, parce que quand tu mets de l'argent dans des machines haut de gamme comme ça, tu veux qu'elles tiennent très longtemps, et pour ce faire en fait, aujourd'hui avoir un M4 c'est quand même pas la même chose qu'avoir un M2, et tu veux tout simplement en fait qu'elle dure des années, et voilà, tu as un budget conséquent, l'objectif étant d'avoir vraiment ce que tu peux avoir de mieux
dans le domaine, et donc on attend avec impatience en fait ces puces M4 effectivement qui ont plus de chances, donc Max et Ultra qui ont plus de chances d'arriver dans ces machines pro qu'un iMac de plus grande taille. Il faut quand même pas se faire d'illusions, je pense. Je sais pas si tu as vu, Christophe, oui. je vous coupe juste. Il y avait une rumeur qui est sortie il y a pas très longtemps qui montrait qu'Apple réfléchissait maintenant à séparer un peu tout ce qui est CPU, GPU au niveau de la gravure. Bon, l'idée c'était aussi de faire des économies parce que c'est tout gravé sur la même puce. Quand tu as des erreurs, c'est un peu complexe. Mais surtout, ça pourrait ouvrir la voie peut-être aussi à des machines un peu plus modulaires sur les pros. Par exemple, mettre beaucoup de puces pour l'IA ou beaucoup de GPU pour faire des grosses machines comme ça de modulaire soi-même, Didier, tu penses? C'est modulaire fermé, mais au moins donner plus de souplesse à Apple, on va dire. Non, mais tu pourrais quand même imaginer d'avoir peut-être par exemple des cartes graphiques externes ou de sortir un certain nombre de composants de la puce aussi plus facilement qu'aujourd'hui où tu as des puces qui sont très... voilà, qui coûtent très cher à Apple en fait à faire. Oui, quand on voit effectivement ce que permet de faire déjà simplement un Mac Mini M4 Pro avec un peu gavé en mémoire et qui titille véritablement, voire plus rapide qu'un Mac studio d'entrée de gamme, c'est assez prometteur quant à l'arrivée de ces futures machines équipées de M4 Max et M4 Ultra. On a hâte de les voir et on a hâte également que Fred nous fasse Crassa, des puces, nous fasse une radiographie de ces futures puces qui devraient arriver, allez, on pense au premier, au second trimestre cette année avant la WW, d'ici car il y a urgence. Autre réaction de Mano, toujours sur X, pensez-vous que la puce Apple Silicon M5 sera présentée en 2025 et si oui, sur quel appareil pensez-vous qu'elle sera présente? Allez, Stéphane, Didier, Christophe, je vous laisse la parole. L'iPad Pro, je pense, sans problème. Donc, il pourrait être annoncé juste après les iPhones en octobre. Ça va vite, les mises à jour là, de M4. Ça va rester sur un mode annuel, vous pensez, la mise à jour des puces, parce que la concurrence, en fait. Ils n'ont pas le choix chez Apple? Oui. Ouais, je pense qu'ils n'ont pas trop le choix. Ils vont décliner, en tout cas pendant toutes ces premières années. Ils vont sans doute décliner tous les ans. Par contre, le choix d'un iPad, Pro avec le dernier processeur M5, comme on avait eu pour le dernier processeur M4, c'est quand même très particulier, parce que tu te dis, mais finalement, en fait, ça semble être la machine que Apple veut mettre en évidence, en exergue, pour être vendu le plus. Alors que j'imagine en fait que c'est pas du tout les tablettes qui se vendent le plus. Donc c'est très très bizarre. Alors, est-ce qu'on a des infos concernant l'arrivée des prochaines générations des MacBook Pro M5 au-delà de la puce, il y a des demandes récurrentes autour des machines portables d'Apple qui devraient enfin arriver du côté des prochaines générations de MacBook Pro? Je sais pas. Non, mais c'est surtout qu'en fait, les MacBook Pro qui sont sortis cette année, c'est vrai qu'ils t'avais pas de Wi-Fi 7, pas d'écran OLED. Tu dis quand même, c'est vrai que ça avait l'air d'être un peu. L'écran OLED, c'est une grosse attente. Ouais, mais t'as beaucoup. Enfin, les pros, là, c'est ce que disait Christophe tout à l'heure, c'est qu'il y a un moment, t'as un budget, tu dois acheter des machines, t'as pas envie d'acheter du M2 en 2025. Donc, t'as envie d'acheter la dernière puce du moment. Et moi, je suis assez d'accord en disant que l'iPad, c'est quand même bizarre de mettre cette machine-là. À la limite, juste la version M5, elle devrait être sur un MacBook Air, une machine très populaire, en disant voilà, j'ai toutes les dernières améliorations, c'est vraiment une machine de production. Et l'iPad, il a pas besoin de ce genre de puce aujourd'hui, quoi. Donc, cette stratégie est un petit peu bizarre. Et en fait, on a l'impression que ils avancent un peu à marche forcée et que je sais pas le public comment il réagit face à ça, mais j'ai pas l'impression que les gens se disent vivement le MacBook Pro M5, tu vois, c'est très incrémental finalement comme stratégie. Et il y a aussi l'aspect un petit peu on l'a vu avec les MacBook Pro, de pas vraiment repenser autre chose que la puce aujourd'hui. Et c'est vrai que est-ce que tu attends dans l'iPad une nouvelle puce ou est-ce que tu attends plutôt des nouvelles fonctionnalités? Tu vois, la partie photo, par exemple, n'a pas bougé depuis des années. Moi, je suis assez surpris de cette stratégie très focusée sur la puce, quoi. Je peux juste en plus vous dire que, je ne sais pas si vous avez vu les actualités ces derniers temps, il y a 2 semaines, il y a Nvidia qui va proposer un mini PC IA, donc il sera un mini supercalculateur qui pourra être chez tout le monde. Microsoft a annoncé également un mini PC qui vaudra 349 €. On va avoir quand même des concurrents assez sérieux avec l'IA en avant. Il faut que Apple se rende compte que
peut-être la puce, c'est vrai que c'est un facteur très important en puissance, mais il faudra bien que ce facteur de différence qu'ils ont eu ces dernières années, qui est indéniable, ne se limite pas à nos Geekbench. Et c'est ça qui va être aussi important, parce que la concurrence, là, Nvidia qui vient sur ce créneau de mini supercalculateur chez toi, c'est un gros concurrent pour Apple et pour tout le monde d'ailleurs. Et ils n'auront pas macOS installé dessus, je peux te le dire. Claire. Regardez cette réaction de Poquitos qui manque pas de sel et de charme. Il attend un Mac tactile. C'est gentil. Hein. Non, mais non, c'est un faillot pour faire plaisir à Olivier Frigara. Oui, un jour ils viendront. Autre réaction, une demande pour 2025. Qu'est-ce qu'ils attendent de chez Apple, de Serge Favre. L'Apple Ring, donc une bague d'Apple, et Ricardo à son inverse. Pas de questions, mais des réflexions. J'espère juste qu'Apple ne va pas se envoyé dans un projet qui ressemblerait à une bague connectée. Passez de bonnes fêtes et merci pour votre travail. Bonne fête, Ricardo. Toi, Stéphane, qui l'a utilisé, voilà. Je pense qu'Apple aurait intérêt à suivre la route tracée par Samsung. Il n'y a pas que Samsung, en fait, les premiers à avoir fait quelque chose et à avoir démocratisé, parce qu'ils en sont à leur 4e évolution, c'est Oura Ring, qui est compatible avec l'iPhone. Et il vaut, d'ailleurs, les Oura Ring série 3 valent beaucoup moins cher, entre 200 et 300 $, je crois, de mémoire, par rapport à la série 4 qui vient de sortir. En fait, la différence, on a en gros un peu moins de 25 grammes de technologie chez l'un et chez l'autre. C'est-à-dire quand vous mettez les deux bagues, là c'est la Samsung, mais vous mettez l'Oura à côté, on ne voit pas la différence. Ce qui fait la différence, c'est le logiciel. Et quand on regarde le logiciel, le Samsung S est bien moindre et bien moins intéressant que les fonctions santé d'Apple. C'est quand même dommage de ne pas profiter de cela. Alors, rappelons que la bague de Samsung se limite à la santé et n'est compatible qu'avec Samsung. Hein. Voilà. Exactement. Donc il n'y a pas de fonction de paiement, de NFC, voilà, payer son métro, son taxi, acheter des choses avec. Non. Voilà, exactement. Et Oura donc s'installe et est reconnu par l'iPhone. Donc on peut connecter certaines choses avec la fonction santé de son iPhone. Et Oura Ring, OURA, si vous voulez regarder ce que c'est, a son propre écosystème, son propre coach, avec un abonnement annuel de $50. Et ça permet de suivre tout un tas de paramètres santé que l'on peut avoir à certains égards sur l'Apple Watch, mais on a encore plus de paramètres parce que c'est beaucoup plus précis pour les pas et autres, puisqu'on l'a au doigt et pas au poignet. Voilà. Allez, brièvement, pour conclure, parce qu'on a été très long pour ce premier épisode de l'année, les amis, Stéphane, Christophe et Didier, cette perspective d'une bague connectée d'Apple, c'est aussi une rumeur qui apparaît. Est-ce que vous y croyez ? Moi, je ne vois pas d'intérêt particulier pour l'instant. L'intérêt, en fait, ce serait tout simplement de proposer un produit d'entrée de gamme moins cher que l'Apple Watch, qui te permet moins de choses, mais qui te permet quand même en fait d'avoir cet aspect santé et cet aspect sport. Donc, pourquoi pas ? Et l'autonomie. Actuellement, l'autonomie, elle est très intéressante en effet, parce que c'est plusieurs. Moi, c'est 4 jours, je crois, sur la Samsung, mais les prix sont quand même aussi élevés même plus chers qu'une Apple Watch d'entrée de gamme. C'est pas gagné. Didier, ton sentiment pour conclure ? Moi, j'aime bien ces produits où la tech disparaît, en fait. C'est pour ça que j'adore les Ray-Ban Meta, les bagues, etc. Et en fait, je me dis peut-être que justement, l'après iPhone, l'après de ces produits complexes, une fois qu'on aura de l'IA, on aura juste à avoir quelques capteurs un peu sur notre corps et peut-être plus forcément ces écrans qu'on regarde tout le temps, tu vois, ils seront intégrés dans la lunette ou des choses comme ça. Et effectivement, l'Apple Watch aujourd'hui, l'écran de l'Apple Watch, est-ce qu'il est si utile que ça, tu vois ? Donc, ça peut être intéressant d'aller vers des produits un petit peu plus transparents. Tu vois, on parle presque après des lentilles connectées, tout un tas de choses comme ça qui rendront la tech complètement invisible. Et je suis vraiment étonné qu'Apple aille pas vers des produits comme ça, parce que c'est ce qui faisait la force d'Apple, de rendre la tech un petit peu invisible, justement. Oui, et puis on s'aperçoit qu'Apple est un peu prisonnier maintenant de son système de communication, étant donné qu'elle cultive le secret, qu'elle ne dévoile rien ou presque de ses futurs prototypes, bien que les leakers tels Mark Gurman arrivent à avoir des infos de première bourre. On ne sait pas trop vers quoi ils se dirigent, puisque la concurrence, elle, ne se prive pas de dévoiler des protos quand c'est pas carrément comment on appelle ça, des voitures, tu sais, qui sortent avant même qu'ils soient commercialisées. Didier, ce sont des concept cars, c'est ça ? Voilà.
Ouais, donc bon, est-ce que la Apple Vision Pro était un concept car on peut se poser la question. Pour conclure cette réaction sur Twitter de Wayland Yutani, il y a quelques années, j'attendais les Apple Event avec impatience. J'ai beau encore me fournir uniquement chez eux. Les nouveautés ne me font plus ni chaud ni froid. J'attends plus des mises à jour d'iOS que du hardware. Pas assez d'innovation. Allez, pour conclure cette année, pour commencer cette année, pour conclure cette émission, il faut souhaiter en tout cas un peu plus d'audace et qu'Apple nous fasse un peu plus rêver dans l'année qui vient et pas simplement faire des Apple Events et nous survendre des produits. Moi, c'est le souhait que j'ai personnellement, bien qu'il y ait des produits de qualité, bien sûr, c'est Apple, mais faites-nous rêver, par exemple, en rendant accessible l'Apple Vision Pro, faites-nous rêver, par exemple, en faisant que Apple Intelligence progresse rapidement et ne fût-ce que Siri, comme l'a souligné très justement Christophe, fonctionne parfaitement en français et soit aussi efficace, tout simplement un assistant conversationnel que ChatGPT, et je serai très heureux. Un mot au sujet de notre sponsor Celi pour conclure. Celi, c'est une application pour télécharger sur l'App Store qui permet d'avoir une ligne ici, mais une ligne data pour pouvoir avoir Internet partout à l'étranger. Il est compatible avec près de, je ne dis pas de bêtises, de 160 pays et 8 régions du monde. Ça fonctionne parfaitement ici en Australie. Et donc, c'est super pratique parce qu'avant même de partir, j'avais déjà mon eSIM à Paris et ma ligne qui était créée. Je suis arrivé et pas eu besoin de faire la queue à l'aéroport pour acheter une carte ou télécharger une eSIM locale. C'est pas cher. Ça marche super bien et c'est vachement rassurant puisqu'on sait en temps réel où on en est sa consommation, on a des notifications. Si on arrive au bout de ces forfaits data, il suffit de racheter des données tout simplement et ça marche super bien ici en Australie et j'en suis super heureux et merci à Céline de soutenir. Elle nous a permis d'être là à son invitation ici en Australie pour réaliser cette émission et vous montrer qu'aujourd'hui on peut réaliser des émissions n'importe où presque, bien qu'encore une fois que les réseaux ici soient très saturés en cette fin d'année parce que nous avons enregistré cette émission au moment où le feu d'artifice se prépare derrière moi au niveau du pont de Sydney et donc forcément il y a, vous les voyez pas mais de l'autre côté, des milliers de gens qui vont venir camper, des millions de gens qui vont venir camper pour voir le spectacle de l'année ici à Sydney pour commencer l'année 2025. Encore une fois, merci à Céline de soutenir. On passe à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence tout de suite avec Stéphane. Alors Olivier, je vais être comme aujourd'hui on a besoin d'avoir toujours une batterie qui tient la route, qu'elle soit jolie, qu'elle soit efficace. J'aime bien celle de Native Union, classique. Alors il y avait la version 5000 mAh qui était beaucoup plus fine. Là il y a une version un peu plus épaisse, vous pouvez voir sur mon téléphone, à 10 000. Mais simplement, je peux juste vous dire qu'elle permet de recharger 3 fois votre téléphone, ce qui est pas anodin, et surtout elle se recharge très rapidement et c'est une marque que j'aime beaucoup, Native Union, qui fait toujours les choses bien et ça vaut 89 €. Voilà. Merci Stéphane. De ton côté, Christophe, ton coup de cœur cette semaine? Alors, moi, le truc, tu vois, Olivier, c'est que quand tu as des anciens ordinateurs ou des anciennes consoles de jeux, comme cette Master System par exemple, tu as toujours cette problématique de te dire que ces consoles de jeux étaient créées pour des écrans à tube cathodique, tu vois, c'était les écrans bombés comme ça, en fait, qui pesaient très lourd. Et même si j'en ai ici, en fait, chez moi, tu n'as pas toujours envie de les sortir. Et puis surtout, tu as un grand écran tout neuf, sympa, avec une belle barre Sonos, et tu aurais vraiment envie d'en profiter. Et c'est ce que tu peux faire grâce à mon coup de cœur qui s'appelle l'Open Source Scan Converter, qui est disponible en fait, tu vois là c'est chez moi sur une Neo Geo par exemple, qui est disponible pour un peu plus de 150 €, mais qui permet vraiment en fait de récupérer le signal de la console et pas de faire un truc qui bave à l'écran, etc. Ça respecte même ce qu'on appelle les scanlines. Donc tu vois, c'était vraiment en fait les lignes noires que l'on avait au niveau des écrans à tube cathodique. Ça fait une image hyper propre. Et puis surtout, ça va même chercher la partie stéréo de la console, le signal stéréo, et ça l'envoie par l'HDMI. Donc tu n'as vraiment plus rien à faire. C'est vraiment top de chez top. Regarde la qualité, elle est folle. C'est-à-dire qu'au-delà de disposer de la bonne connectique, parce que c'est ça qui manque maintenant sur... il n'y a pas d'HDMI sur ta Neo Geo. Ça, en plus, ça convertit et c'est très...
La conversion de qualité, hein, c'est ça en gros. C'est ça, la conversion de qualité, et puis surtout, tu n'as pas de délai dans la conversion en question. Ce qui est très important, par exemple, pour une console de jeu, parce que quand tu appuies sur le bouton, tu veux que ce soit directement appliqué à l'écran. Et c'est ce qu'on appelle la latence. Et là, tu n'as quasiment aucune latence. C'est vraiment le propre de l'Open Source Scan Converter, qu'on appelle aussi OSSC. Merci Christophe. Didier, ton coup de cœur cette semaine. Alors, tu sais, Olivier, on parle souvent des AirPods là, qui peuvent analyser tout un tas de choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un truc, je ne sais pas si déjà tu as eu ce problème-là, mais si tu vis avec quelqu'un, par exemple, qui ronfle, si tu voyages beaucoup et que tu dors dans des hôtels, tu as souvent du bruit. Et je ne sais pas si vous avez déjà mis vos AirPods pour dormir, mais moi, je trouve ça insupportable. Ça me fait mal aux oreilles, etc. Et là, j'ai eu un sponsor, je le dis pour être transparent, hein, Anker, qui m'a dit, tiens, on aimerait bien que vous parliez des Soundcore, qui sont nos écouteurs pour dormir. Et du coup, j'ai utilisé le produit. Des fois, ça me fait permettre de découvrir des produits. Et c'est vrai que j'étais passé complètement à côté de ce produit qui te permet vraiment de dormir avec des écouteurs. Ils ont fait suffisamment fin pour que ça te fasse pas mal aux oreilles. Et en plus, ils ont fait une petite appli où tu as des sons, par exemple, des sons apaisants, tu sais, comme la pluie, comme tout un tas de choses. Et en fait, alors je l'ai prêté à des gens, justement, qui me disaient, ouais, moi, j'ai mon mari qui ronfle. Et en fait, ça marche super bien. Alors, c'est pas de l'isolation active, parce que sinon, ça consommerait trop de courant. Mais du coup, c'est de l'isolation passive et ça dure toute la nuit. Donc, tu peux mettre du son pendant toute la nuit et ça t'utilise que 20% de la batterie. Et vraiment, j'ai trouvé ce produit, tu vois, tu dis, ça pourrait être un produit Apple, justement. C'est très utile, c'est hyper agréable à porter et c'est hyper efficace. Et en fait, il n'y a rien d'incroyable dedans. C'est juste qu'ils ont fait un design et une petite partie logicielle qui est vraiment fait pour ça, quoi. Mais il y a des gens vraiment autour de moi, ça les a sauvés de pouvoir dormir la nuit, quoi. Alors, tu parles de sauver mon coup de cœur qui n'était pas forcément prévu, moi qui m'a sauvé un petit peu la vie parce que pour venir, j'ai pris une compagnie qui a fait un arrêt en Chine et ils ont perdu mon bagage et c'était la panique totale puisqu'il était impossible de la retrouver. Pour eux, je n'avais pas fait le voyage. Je n'étais pas là, je n'existais pas. Et évidemment, j'avais un AirTag dessus et ça a permis de la localiser relativement facilement. Sans ça, je ne sais pas si j'aurais retrouvé mon bagage, qu'il n'y avait plus la fameuse ticket. C'est des tickets d'une autre, enfin, c'est une histoire de fou d'une compagnie aérienne, donc n'hésitez pas, vraiment les AirTags. C'est vraiment fantastique. Mon coup de gueule, parce que j'en ai aussi, vous voyez, j'ai pas de montre, simplement parce que j'ai eu la bonne idée d'aller faire un peu de nager ici à Sydney. Il y avait des grosses vagues du côté de Bondi Beach où il y a pas mal de surfeurs. Et j'avais pas fait attention, j'avais un bracelet milanais, vous savez, ces bracelets avec une version en plastique et avec l'aimant. Et évidemment, à un moment donné, j'ai pas vu arriver une énorme déferlante. Je me suis fait emporter, rien de grave, sauf qu'elle a emporté la montre et la montre est perdue. Donc méfiez-vous des bracelets avec des systèmes aimantés. C'est très bien pour un usage, mais pour le sport et pour la plongée, j'ai vraiment été stupide sur ce coup, mea culpa. Et dernier coup de cœur, je l'ai essayé puisqu'il y a presque 30 heures de vol pour venir ici en Australie. Je me suis permis de partir avec le Dyson On-Track que nous a mis à disposition. Wow, Dyson, c'est le dernier casque. Oui, qui est le dernier casque de la marque Dyson, pour voir ce que ça valait. J'ai vraiment été très agréablement surpris parce que je le trouvais extrêmement lourd. J'ai pas du tout été gêné par la taille et le poids. Il est super confortable. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est pas forcément le meilleur, comme on le disait lorsqu'on l'a présenté dans l'émission de Noël, en matière de réduction de bruit. C'est-à-dire que c'est le meilleur, c'est sûr, quand vous l'avez sur les oreilles en réduction de bruit passif. C'est-à-dire sans même allumer la réduction de bruit, déjà on n'entend rien. Mais en plus, si vous allumez la réduction de bruit, c'est presque au niveau des AirPods Max. Ça titille. Les AirPods Max sont légèrement au-dessus, je trouve. Voilà, donc j'ai trouvé ça vraiment remarquable. Ce que je n'avais pas vu par contre par rapport à l'émission de Noël, c'est qu'il n'y avait pas la fonction Dolby Atmos pour un casque à 490 €. Si vous n'avez pas de Dolby Atmos pour regarder un film, par exemple, ou la spécialisation dans certaines chansons, c'est juste dommage. J'espère qu'ils pourront au moins faire une mise à jour. Voilà, c'est la fin de cet épisode de On fait le Mac, le premier de l'année encore une fois. Belle et heureuse année à tous. Patch et salut. On salue les absents de cette émission, notamment Laurent qui doit nous regarder, nous entendre du côté de l'Italie ou de l'accord, je ne sais pas. On salue également Fred Crassa, on salue tous nos amis chroniqueurs historiques de cette émission. On leur souhaite une belle et une heureuse idée, une belle heureuse année, surtout la santé. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission spéciale, soyez au rendez-vous, consacrée à la maison connectée, 2 émissions spéciales où on reviendra sur toutes les dernières tendances en matière de maison connectée. Ce sera en 2025, l'année de la maison connectée chez Apple. Prenez date. Merci Stéphane, merci Christophe.
Merci Didier. Et merci à l'équipe de Production à Paris. Bon, allez, c'est tard. Je vous embrasse.